Bonjour et bienvenue au podcast Les Électrons Libres, le podcast où on jase micromobilité et mobilité urbaine. Cette semaine, je fais une rencontre tout à fait spéciale avec M. Stijn van Oosteren, auteur, conférencier, philosophe et attaché politique à l'UNESCO pour les Pays-Bas. Vous allez voir, c'est une longue discussion et on discute notamment de son premier ouvrage « Pourquoi pas le vélo » et de son deuxième ouvrage qui vient de paraître, que j'ai lu aussi, « Désir d'agir ». Désir d'agir, qui est le livre juste ici. Et on explore justement comment déclencher la transition écologique, comment initier le changement qui est en nous. Hein? C'est pas juste au gouvernement, c'est aussi à nous-mêmes, aux individus, d'être des acteurs de changement autour de soi. Vous allez voir, c'est un épisode un peu plus philosophique, c'est un peu plus planant, c'est plus long, c'est 2 heures. Prenez le temps d'écouter. Pesez sur pause si vous en avez besoin. Écoutez-le en format audio ou vidéo, où que vous soyez. Prenez le temps, c'est le temps des fêtes. Bref, bonne écoute. Quand j'ai lu votre livre, en fait, ce qui est drôle, puis c'est quand j'ai lu Pourquoi pas le vélo, on vous connaît moins dans ce livre-là. On sait un peu qui vous êtes, mais vous êtes resté un mystère. Puis dans ce livre-là, vous dévoilez un peu plus comme personne. Puis ça, j'ai adoré ça parce que je me suis retrouvé un peu en vous à un certain moment, puis c'est drôle parce que vous avez vécu une sorte de crise existentielle, si je peux dire, mais c'est pas nécessairement une crise existentielle, un réveil. Vous avez vécu un réveil, puis vous en parlez dans votre livre. Puis moi, quand j'ai eu mon accident l'année passée, j'ai eu un gros accident de vélo quand même. Pour moi, ça a été un gros accident, ça a été ma 4e commotion cérébrale. Je fais de la course de vélo, course de vélo sur route au Canada. Puis cet accident-là m'a plongé dans 1 mois et demi environ à vivre presque totalement dans le noir à cause des symptômes des commotions. Puis tout ça, j'avais plein de symptômes. J'ai encore des symptômes aujourd'hui. Mais ça l'a remis en question beaucoup de priorités dans ma vie. Et j'ai vu aussi que ma vie, même si malheureusement, j'ai beaucoup d'amis qui sont décédés par suicide ou accident de voiture. Là, cette fois-ci, ça m'a touché moi personnellement sur la fragilité de ma propre vie. Puis j'ai vécu aussi ce réveil, en fait. Donc c'est drôle. En vous lisant, je me suis retrouvé un peu, puis je me suis dit, c'est donc bien merveilleux votre expérience. Votre vécu est merveilleux. Puis aussi, c'est merveilleux de savoir que vous avez un travail à temps plein. Vous avez une occupation demandante, en fait, demandante dans le sens que oui, c'est demandant, vous faites pas ça de votre vie, écrire des livres, puis être un activiste, là, faire de l'activisme dans le milieu. Donc c'est passionnant de voir que une personne comme vous êtes quand même capable de conjuguer votre vie puis être pertinent dans plusieurs phases de votre vie. Bref, moi j'ai trouvé ça inspirant, donc je tenais à vous le dire. Merci beaucoup. Pour moi, c'est vraiment très intéressant parce que moi-même, étant l'auteur des 2 livres, je ne vois pas en quoi je me serais plus dévoilé, peut-être en termes de détails, oui, dans le 2e livre, qui est en fait mon 3e livre, parce que pour moi, dans les 2, je donne beaucoup de moi-même en termes de passion, en termes d'analyse de la société. En fait, je me rends compte, il y a un fil conducteur qui est vraiment continu. Hein. Je suis très concerné par le vivant, par le changement, par l'amélioration, par le fait de fédérer des gens, par le fait de positiver. En fait, sont un peu des axes qui sont importants dans ma vie. Mais donc, c'est intéressant pour moi de savoir en quoi vous m'avez plus connu dans Désir d'agir. C'est parce que je parle en fait, c'est vrai que l'introduction, il est très personnel. Absolument, puis j'ai adoré cette introduction-là, justement. Puis en fait, c'est drôle parce que dans Pourquoi pas le vélo, l'ouvrage précédent que j'avais lu de vous, j'avais fait des annotations, mais moins. Mais dans Désir d'agir, c'est rempli d'annotations de ma part. C'est vrai? Oui, c'est rempli. C'est rempli, en fait. En fait, j'ai un carnet externe, Désir d'agir, de notes. Puis mes questions, proviennent de ce carnet-là. Mais j'en ai tellement plus que ce que je vous ai envoyé, là. C'est formidable. C'est rien, mais
moi, ce que j'adore, en fait, de Désir d'agir, une des choses que j'adore, c'est toutes les citations en début, de chapitre. Je trouve ça génial, en fait. Vous voyez, des fois, j'ai mis des cœurs à côté ou des étoiles ou des choses comme ça. Mais oui, effectivement, votre introduction est plus personnelle. Moi, j'ai senti, en fait, que c'était un livre un peu plus... il y avait un mélange, oui, de technique, un peu de technique, mais peut-être pas autant que pourquoi pas le vélo, sur certains aspects. Je dis bien. Mais qui avait un côté philosophique presque. Ben, ça, c'est ma formation, hein. Moi, je suis philosophe. Oui, Et ok. tout ce que, en fait, je me rends compte que j'en discutais encore hier avec une amie, c'est que tout ce que je peux raconter et qui peut inspirer, c'est vraiment grâce à mes études. C'est vraiment parce que j'ai fait 6 années de philosophie, j'ai fait un début de thèse. Aujourd'hui, ça s'appelle un deuxième master. Et c'est ça qui m'a appris à faire quelque chose qui est très important dans notre société aujourd'hui et que l'on ne fait pas assez. Et c'est de s'étonner de ce qui arrive tout le temps. C'est de s'étonner de son quotidien. C'est de s'étonner du présent. C'est de s'étonner de quelque chose dont on s'étonne jamais. Parce qu'en fait, on s'étonne beaucoup des choses qui arrivent rarement. Tout d'un coup, il y a ça qui arrive, c'est quand même étonnant. Ouais, il y a un gros accident, il y a une grosse catastrophe, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose, et là, waouh, tout le monde s'étonne, la presse en parle, etc. Mais on ne s'étonne pas du fait qu'on vit dans une société où quand tu sors, tu risques de mourir. Ça, c'est tout à fait normal. Parce qu'on vit dans une société, là, je vais regarder les chiffres au Québec ou au Canada, où on tue tous les jours 2,3 millions d'animaux pour manger, alors qu'on n'est pas fabriqué pour être carnivore en tant qu'humain. Est-ce que c'est normal? Et là, c'est très étonnant, ça. Et en fait, ce que je viens de faire là, c'est, j'en rajoute un peu, mais je fais exprès parce qu'en fait, je cultive ça. C'est que c'est un art en fait de s'étonner de ça et ensuite de pouvoir se dire mais qu'est-ce que je vais faire de cet étonnement, qu'est-ce que je vais en faire, parce que s'étonner c'est une chose, dire c'est un peu bizarre, et ensuite on se dit mais déjà pourquoi on le fait, pourquoi on fait comme ça, comment ça se fait que on vive aujourd'hui dans une société où se déplacer à vélo c'est encore vu comme presque un acte militant ou peut-être même comme une agression, voilà. Alors que c'est la base de la base de la base de la base quand même. Oui. Hein? Attendez, d'abord, on respire pour vivre. Ensuite, on mange pour rester en vie. Et ensuite, on bouge pour ne pas rester cloué sur place. Et on commence par les jambes et par son corps. Parce que quand on est enfant, on ne naît pas automobiliste. On ne naît pas pacifiste. On est mammifères, on est des petits mammifères qui apprennent d'abord à se mettre debout, ce qui est très compliqué aussi. Et ensuite, le Graal, c'est de pouvoir bouger. Et en fait, le vélo et les chaussures sont les outils qui nous aident à faire cette activité qui est vraiment de base. Et le fait d'enlever ça aux gens, de leur interdire en fait de faire ça en leur faisant croire que le Graal dans une société, c'est qu'on ne bouge plus du tout, qu'on évacue tout effort physique, où tout est motorisé, où tout vous vient. C'est ça l'idéal, c'est ce que les industries essayent de nous faire croire, et ça a marché. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne marchent plus. Dans les années 50, les Français, ça ne doit pas être différent au Canada, ils marchaient 7 kilomètres par jour. Et aujourd'hui, devinez combien quelle distance marchent les Occidentaux en moyenne. Devinez. 5 kilomètres, je dirais. Non, c'est 300 mètres. C'est 300 mètres. Ouais. Et ça fait, quand j'annonce ce chiffre qui est hautement officiel, moi aussi, hein, j'étais vraiment par terre quand j'ai vu ce. Je dis, mais attends, c'est quand même très, très étonnant. Et justement, il faut s'en étonner. Non, mais en fait, j'explique pourquoi c'est 300 mètres. C'est parce que tu te lèves. Ensuite, tu fais quelques petits pas pour aller t'habiller ou dans la salle de bain. Ensuite, tu vas marcher quelques petits pas pour aller dans la cuisine pour manger. Ensuite, tu fais quelques petits pas pour mettre ton manteau et pour aller au garage pour te mettre dans la voiture. Ensuite, c'est vroom, tu fais ton grand voyage sans bouger dans une cabine qui est motorisée. Ensuite, tu arrives au travail, tu fais quelques petits pas pour aller à ton bureau. Et à midi, ton estomac dit, j'ai faim, il faut que je mange. Et donc, tu fais quelques petits pas pour aller à la cantine pour manger. Et ensuite, c'est le même voyage au retour. Et c'est tout. Et quand tu mets tout ça bout à bout,
tous ces petites distances, parce que c'est des distances ridicules, ben, tu arrives à 300 mètres. Et donc après, il faut pas s'étonner qu'on vive aujourd'hui dans une société où des gens, ben, ils deviennent comme des légumes, ils deviennent obèses parce qu'ils ne bougent plus du tout. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très choquant. C'est quelque chose qui est très, en plus, qui ne correspond pas à notre ADN d'être vivant qui aime bouger. Quand on naît, on bouge. Vraiment, avec les bras, on respire, on naît en bougeant. Ouais, Notre corps, il est fait ouais. pour ça. Et quand on part en vacances, qu'est-ce qui se passe? Oui. Ben les gens, est-ce qu'ils vont louer un 4x4 pour faire des petits tours? Ben non, ils vont louer un vélo, ils vont marcher et pendant toute l'année, ils vont parler de la marche qu'ils ont fait ensemble dans tel endroit parce que c'était beau et parce qu'on bougeait et parce que c'était chouette, parce qu'on était dehors, on était en contact avec les éléments. Alors ma proposition, c'est la suivante, de faire en sorte qu'on soit en vacances 365 jours par an et qu'on soit en contact avec les éléments 365 jours par an gratuitement. On va éviter énormément de frais à la sécurité sociale au Québec. On va inspirer un bonheur, et c'est pas de la poésie que je fais, c'est scientifiquement calculé. Et les gens qui se déplacent avec leur corps, voilà, ils sont tout simplement plus vivaces, ils résistent plus. Vous savez, vivre, c'est résister à la déliquescence. Vivre, c'est résister à la facilité que l'industrie essaie de nous faire croire en motorisant tout, en nous empêchant en fait de bouger et de faire des légumes de nous. Vivre, c'est dire stop à ça. Vivre, c'est aller dehors, rencontrer les autres, découvrir l'aventure que tu peux vivre en tant que piéton au vélo. Il n'y a pas que le vélo dans la vie. Et moi, j'essaie de cultiver ça pour moi-même. Par exemple, j'habite près de Paris, dans une petite commune. Oui, c'est ça. Et quand je fais du vélo dans Paris, je me force à me rendre compte que je vis dans la plus belle ville au monde, que j'ai des plus belles vues du monde, que je traverse les ponts de la Seine à vélo, et je dis mais attends, ça c'est juste fantastique que je puisse m'offrir ça. En plus sur des vélos publics, hein, parce qu'il y a le vélo public, il y a le Vélib qui est mis en place, et tout ça c'est quelque chose que tout le monde aime. Hein. Il y a des gens qui viennent du monde entier à Paris pour profiter de ça, alors que moi je fais ça tous les jours gratuitement. Donc l'idée c'est de construire. Au Québec, à Montréal, on a le Bixi par exemple. Voilà, je félicite beaucoup la municipalité de Montréal d'avoir mis ça en place, de déneiger les pistes en hiver. Voilà, il y a un progrès fabuleux qui a été fait au Québec. Absolument. Et donc en fait d'universaliser ce système, non pas comme nous le rapproche souvent comme quelque chose qu'on l'on impose. Au contraire, l'idée c'est d'offrir une liberté qui aujourd'hui n'existe pas. Moi, j'arrête là. C'est juste un dernier exemple pour expliquer ma démarche. Parce que souvent, on m'appelle dictateur, etc. Moi, ce qui me fait vraiment rire, parce que je suis vraiment le contraire de ça. Je déteste le conflit, les rapports de force. Et j'ai l'impression que, en fait, j'imagine notre monde comme un monde où tout le monde a des jambes qui sont attachées par des chaînes qui les empêchent de marcher. Et cette chaîne, elle est accrochée avec une antivol. Et moi, j'essaie d'apporter les clés de cet antivol. J'ai dit, tiens, regarde, j'ai une clé d'un antivol. Mets ça dans l'antivol et ouvre l'antivol et enlève la chaîne et vois ce qui se passe. Et là, les gens, ils découvrent, tiens, mais j'ai des jambes, tiens, que je peux marcher, que je peux utiliser pour, attends, maintenant, je peux aller directement de ma maison à la boulangerie sans utiliser une énorme machine qui me coûte $20 000, qui me coûte de l'argent tout le temps, qui me donne mal au dos, qui me fait mettre dans des embouteillages et tout ça. Et là, moi, je voudrais que les gens découvrent ça, non pas seulement pendant les vacances, mais dans leur quotidien. Et la preuve que j'ai que ça marche, c'est que quand quelqu'un devient cycliste, il ou elle ne retourne jamais en arrière. Et on ne parle jamais de ça. On parle toujours de, vous nous imposez un système, vous voulez imposer votre manière de vivre, alors qu'une fois que pour une raison X, parce que leur voiture ne marche pas, parce que voilà, ils ont un problème de santé cardiaque, donc le médecin a dit qu'il faut que vous bougez un peu plus, donc finalement je prends le vélo. Et là on se dit, c'est bien, je vais continuer. Et donc en fait, moi j'accompagne cette histoire-là et je voudrais vraiment que tout le monde puisse. C'est comme manger sainement, parce qu'on mange très mal, on mange beaucoup de viande, on mange beaucoup de médicaments et tout ça. Et en fait, dès que les gens goûtent à une autre manière de manger, et ça c'est l'objet de Désir d'agir, quand ils découvrent notre manière de préparer son assiette avec beaucoup plus de légumes, en fait, ils découvrent une nouvelle manière de
goûter en fait à la nature, à la vie. Et ça, c'est voilà, il faut promouvoir ça pour promouvoir le bonheur de vivre heureusement et bien parce que quelqu'un en bonne santé a plus de chances d'être heureux que quelqu'un en mauvaise santé enfermé dans une voiture tout le temps, obligé de polluer pour détruire le climat pour les futures générations. Voilà, etc. Voilà, c'est un gros message. Oui, c'est ça. Vous avez un message qui est assez complet, puis surtout qui touche plus large. J'ai l'impression qu'avec Pourquoi pas le vélo, on est vraiment dans le vélo, puis Désir d'agir, on ouvre un peu, même si c'est ouvert, là, Pourquoi pas le vélo, mais ça reste que, bon, le titre, ça le dit, on parle de vélo, en fait. Mais Désir d'agir, on ouvre un peu tout ça, puis on vous découvre, mais on découvre aussi, le sous-titre, c'est Comment déclencher la transition écologique, donc tout ce qui a trait à la transition écologique, c'est un livre qui est consacré en fait à cette mission. On va appeler ça une mission. C'est une mission, absolument. Donc c'est un livre consacré à ça. Puis c'est là où moi en tant que lecteur, je me suis senti plus qu'interpellé parce que bon, on va l'aborder là prochainement, mais vous parlez du moteur du changement, de c'est quoi commencer quelque chose. Des peurs qu'on a la peur aussi liée au changement. Hein, on le sait dans toutes les organisations. Maintenant, il y a des spécialistes du changement juste par rapport à des changements organisationnels. Mais des fois, je me dis, puis vous en faites partie, vous êtes un spécialiste du changement au niveau du changement personnel. C'est-à-dire que vous adressez le changement plus individuel, puis on a maintenant des podcasts destinés aux gens pour qu'ils changent, ils deviennent une autre personne. Mais on voit que si on en parle autant, c'est parce que c'est pas facile. Puis vous adressez cette question-là dans votre livre Désir d'agir. Je trouve ça super important à mentionner parce que c'est pas... Contrairement à ce qu'on pourrait penser, puis même au début, moi, je me suis dit, ça va être un livre écolo. Ça va être un livre écolo. Ça va être un livre d'écolo. Fait que je me suis dit, bon, je vais le lire avec cette perspective-là. Puis, dès que j'ai commencé dans votre introduction, je me suis rendu compte, non, c'est pas juste un livre d'écologie ou pour les écolos. Parce que pour les écolos, pour les gens qui aiment le vélo, non, c'est un livre qui s'adresse à vraiment tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, qui veulent changer, puis vous avez vécu, vous parlez de votre propre expérience où vous avez changé. Je trouve ça assez percutant. Je vais réagir à deux choses, mais d'abord, attends, il faut que j'occupe d'un chat. Oui. Moi, je vais aller remplir mon café. Je reviens, j'avais besoin d'un deuxième café. Voilà, de retour pour le deuxième expresso. Alors, profitez bien de votre petit café pendant que je réagis à ce que vous venez de me dire, parce que voilà, j'aime beaucoup ce genre d'échange. D'ailleurs, je pense que le succès de mes interventions, voilà, je dois le dire comme ça, c'est que en fait, je donne toujours le micro au public. C'est vraiment, c'est pas ok. Dans Désir d'agir, dans Pourquoi pas les vélos, je raconte un plaidoyer, je pose un cadre, je donne en fait tout ce qui m'a inspiré, des choses qui m'ont marqué pendant 2 années, parce qu'un livre ça s'écrit sur 2-3 années. Moi, je mets autant de temps. En fait, je me dis ça m'a touché, donc forcément ça va toucher quelqu'un d'autre aussi. Donc en fait, je suis toujours en train de travailler. Quand quelque chose me touche, que ce soit sur une vidéo, que ce soit dans la rue, que ce soit à mon travail, je dis tiens, waouh, ça c'est quelque chose qui m'a transformé un tout petit peu, et donc je mets ça là-dedans. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Alors vous disiez tout à l'heure, voilà, commencer quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est une question très importante. Parce que toute transformation commence par, commence quelque part. Et notre problème, c'est qu'on ne sait pas où commencer. Beaucoup de gens, ils vont se dire, désir d'agir, oui, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde, dans notre société, il faut que je fasse quelque chose, mais où? Et justement, j'essaye de montrer que il faut commencer quelque part. Et d'ailleurs, c'était le titre que j'avais envisagé avant, parce que c'est très compliqué d'imaginer un titre pour un livre qui couvre bien, qui marche bien, etc. Le titre que j'avais imaginé aussi, c'était commencer quelque part. Parce qu'en fait, le but, c'est le défi pour lancer un changement, c'est de se donner cette tâche-là de au moins commencer quelque chose. Et c'est quoi ce quelque chose? Ce quelque chose, en fait, c'est une conversation. C'est peut-être cette conversation que nous sommes en train d'avoir qui va, et je l'espère fortement, c'est d'ailleurs pour ça que je le fais, va inspirer des gens pour se dire, tiens, en effet, pourquoi moi? Je vais donner un exemple que j'ai décrit dans mon livre, c'est l'écriture de mon blog.
À un moment Ouais. donné, c'était en 2016, je pense, je travaille auprès de l'UNESCO en tant qu'attaché. Et voilà, j'ai toujours été quand même un intellectuel. J'analyse les choses, je suis philosophe, psychologue, et donc j'aime beaucoup analyser, comprendre la société. Et donc, je me dis, tiens, je vais faire un blog. Et il y avait à ce moment-là le livre de Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow. En Oui, oui, français, ça a oui. été traduit comme les deux systèmes de vitesse. Je me souviens plus exactement. Ce titre, c'était On un le gros connaît au best-seller. Québec. Voilà, il est fantastique ce livre, je l'adore. Et Oui. donc, moi j'aime bien partager le plaisir. Et donc, j'ai dit, ben, je vais écrire un petit blog de quelques mots sur un chapitre que j'avais lu sur un biais de la perception, parce que ça aussi, j'adore comprendre pourquoi on fait les choses que l'on fait parce on est biaisé. Et après, j'ai écrit ce texte, et quand je l'ai écrit, je me dis, mais pourquoi je mettrais moi, Stijn van Oosteren, citoyen en France, franco-hollandais, sur un site où le monde entier peut le lire, alors que tout le monde peut acheter ce livre et en penser ce qu'il ou elle veut. En fait, je me sens un peu un imposteur. Je dis, mais quelle arrogance de penser que moi j'ai quelque chose à ajouter. Et c'était vraiment ça qui me décourageait à le faire. Et en fait, je me suis vraiment pris par la nuque comme ça pour dire, mais Stijn, il faut que tu le Ouais. fasses. Et en fait, je l'ai fait. Et en fait, je peux dire aux personnes qui nous écoutent maintenant, quand tu le fais, quand tu crées un blog, tu te sens, moi en tout cas, tu te sens un peu ridicule. Ouais. Mais Ouais. j'ai pris le pari, je n'ai pas peur du ridicule. Et maintenant, j'ai 52 ans, donc j'ai encore beaucoup moins peur du ridicule. Au contraire, je vais directement au ridicule, je l'affronte pour construire quelque chose. Et donc, ben, j'ai fait ce blog-là, je l'ai posé là, et oui, je me suis senti un peu ridicule, on verra bien ce que ça va donner. Et après, il y en a un autre, parce que maintenant, je sais comment faire. Et ben ensuite, il y aura un deuxième. Et puis, ce blog, il est devenu tout un blog, qui aujourd'hui, ben, il existe encore, mais bon, en fait, j'ai complètement viré parce que j'ai compris que j'avais autre chose à raconter. Mais, Ouais. et c'est ça le moral de l'histoire, j'ai eu besoin de ce premier blog pour découvrir que j'avais une capacité à partager des choses. Et après, j'ai pu partager d'autres choses que j'écris dans des livres. Donc voilà, j'encourage le public à le faire, à ne pas procrastiner, à ne pas tomber dans ce que j'appelle, et j'ai décrit ça aussi dans le désir d'agir, de ne pas tomber dans le piège du temps infini. Alors c'est quoi le piège du temps infini? C'est de se dire, ben, je vais au travail, après je vais faire des courses, après je vais rentrer, je vais préparer à manger, ensuite je vais manger, ensuite je vais faire la vaisselle. Nous, on fait Ouais. encore la vaisselle à la maison. Et à la fin de tout ça, s'il me reste un peu de temps, là, je vais m'occuper du climat ou de faire de la musique ou quelque chose d'autre. Et en fait, ça ne marche pas. Pourquoi? Ben, parce que peut-être finalement tu es trop fatigué, parce que finalement il y a encore voilà, un enfant qui se met à pleurer, parce qu'il y a peut-être encore autre chose, il y a une facture, il y a toujours des trucs qui vont arriver. Et donc moi Hmm. mon conseil c'est de prendre cette opportunité et de le faire tout de suite, de ne pas faire d'abord des courses, mais de rentrer d'abord à la maison, de se mettre dans sa maison, de dire mais en fait je vais prendre un cours de piano maintenant. Je vais parler avec quelqu'un d'une association qui s'appelle Greenpeace, qui s'appelle Sea Shepherd, qui Ouais. s'appelle Alternativa. Il y en a des milliers. Ou Vélo Québec, bien sûr, hein, que je salue. Parce Absolument. que mes amis, ils m'ont invité. J'ai fait une tournée au Québec. C'était fantastique. Et donc, en fait, allez les voir parce que c'est avec eux que vous pouvez vraiment changer le monde. Donc ça, je voulais dire ça par rapport au fait de commencer quelque chose. Ne mettez pas la barre trop haut. Non. Voilà, vous n'allez pas changer le monde comme ça. Et ça me permet de réagir à l'autre chose que vous avez dit, qui est très important, en fait, que je voudrais corriger, parce que vous dites, parlez plutôt du changement individuel. C'est vrai, je parle beaucoup de ma perspective. Par exemple, vous êtes en train de Oui. boire une tasse de café, et moi, dans le livre, je raconte que j'ai arrêté de boire du café pour des raisons écologiques. Parce que ça, le café est Ah. vraiment cultivé sur des terres qui sont déforestées, ça consomme Ouais, beaucoup de ouais. pesticides, Ok. ça consomme c'est une culture très intensive avec beaucoup de machines, ça utilise beaucoup de pétrole. Et je me suis dit, pourquoi boire une boisson qui, pour moi, vient de l'autre bout du monde, alors qu'à quelques kilomètres de chez moi, j'ai des agriculteurs français qui produisent de la chicorée, qui est une Ah, plante ok. sans substance excitante, qui est très bon pour la santé, qui est un détoxifiant, qui est bon pour la digestion, qui est très agréable à boire, qui n'est pas aussi amer, hein, parce que le café c'est un acidifiant, Oui. c'est pas bon pour l'organisme. Et donc je me disais pourquoi. Et donc voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Et en fait, il est vrai que je parle de ces changements individuels, mais et il est vrai aussi que le changement de notre société
viendra pour 75% des changements collectifs. Parce que vous ne pouvez acheter l'énergie que vous achetez parce que l'offre que l'on vous fait, par exemple avec du pétrole, fait que vous n'avez pas le choix. Donc c'est vrai, il faut changer le système. Mais dans ce système-là, que ce soit le système de l'énergie, de la mobilité, de l'habillement, de logement, de tout, ce sont aussi des individus. Il y a toujours des dirigeants et des dirigeantes qui sont des individus qui eux aussi doivent avoir une sorte de comme on dit, ils doivent être prêts à changer ou pas. Et donc, en fait, il faut entraîner cet état d'esprit, qui est l'état d'esprit de commencer quelque part. Et donc, en fait, ce que je propose dans mon livre, c'est un entraînement pour tous les citoyens, qu'ils soient légaux ou qu'ils soient le citoyen lambda que nous sommes, vous et moi. Et c'est par cet entraînement que vous allez prendre la force mentale, parce que pour moi, pourquoi pas les vélos, par exemple, c'est une gymnastique mentale. Je me lève tous les jours pour dire, si les gens me disent que le vélo c'est pas possible, moi je vais vous montrer que c'est possible. Et si, parce que c'est possible, parce que moi déjà je viens d'un pays, les Pays-Bas, qui sont un peu un paradis du vélo. Et donc voilà, donc il faut, tout le monde a pour ça santé mentale et physique besoin de bouger 30 minutes par jour, faire un exercice modéré. Voilà, le vélo est très utile pour ça aussi d'ailleurs, je précise. Absolument. Mais on a besoin aussi d'une exercice mental pour se dire je peux résister. Je ne suis pas obligé d'accepter, comme je le dis, de subir qu'on accepte, qu'on tue tous les jours au Canada 2,3 millions d'animaux dans des circonstances atroces, alors que on peut arrêter de manger de la viande du jour au lendemain. C'est ce que j'ai fait aussi pour le climat, pour le bien-être animal, pour mon propre bien-être. J'ai regardé d'ailleurs un documentaire qui s'appelle What the Health et que je peux vraiment suggérer à tout le monde. Et encore, vous n'avez même pas besoin d'arrêter de manger de la viande, mais vous pouvez aussi juste réduire. Si on réduisait un petit peu ou à moitié notre consommation de viande, le problème climatique serait presque réglé, pour ainsi dire. Voilà, donc tout ça pour dire que en tant qu'individu, on peut faire beaucoup de choses, et aussi chacun est dans un système, chacun est dans une entreprise, chacun est dans une administration où vous pouvez, avec votre passion, faire bouger le curseur un petit peu plus que ne l'aurait fait un simple exécutant pas sensibilisé à ces affaires-là. Voilà, c'est le message que j'ai envie de passer, de partager avec le public. Ouais, oui, vous avez souligné plein de choses. C'est drôle parce que une des choses qui dans votre discours, ça m'a fait penser, c'est vous dites vous avez donné un exemple des gens. Bon, ici au vélo, on appelle ça métro boulot dodo. Métro boulot dodo. Puis c'est justement une société qui rythme sur ce tempo qui pour moi personnellement, à titre personnel, ça m'a jamais fait. Je pense que mes parents, mes frères l'ont découvert, puis surtout plusieurs amis quand même assez très jeunes, que ça allait pas être ma vie. Personnellement, je trouve qu'on ne vit pas dans dans ce rythme-là, mais bon, c'est la plupart de la société vit là-dedans, donc on peut pas s'en défaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, on attend d'avoir un peu plus de temps pour justement prendre soin des causes qui nous animent. Ce qui est ironique, par contre, c'est quand on parle d'investissement pour notre retraite, de REER. Ça, par contre, ça passe tout de suite dans le compte de banque. On met des mécanismes en place pour payer nos assurances, pour payer nos REER automatiquement. On prend ce temps-là, qui est pas nécessairement agréable. C'est pas intéressant de travailler sur ces REER. Je pense que je connais personne qui trouve ça intéressant de renouveler son CPG au Québec, des fonds d'investissement comme ça pour assurer sa retraite ou juste économiser. Mais on le fait, puis c'est un sacrifice momentané qu'on fait d'économiser pour notre futur. On prend ce temps-là, mais d'autres choses pour notre futur, par exemple prendre soin de l'environnement ou prendre des décisions tout de suite pour le futur de nos enfants, ça, par contre, on tasse ça, on remet ça tout le temps à demain ou plus tard ce soir quand j'aurai 1 minute, puis finalement on va se coucher, puis la vie continue. Donc ça, je trouvais ça intéressant là, parce que si on change notre mentalité de dire OK, c'est un investissement, c'est comme mes REER, c'est comme les autres types d'investissements que je fais dans ma vie, peut-être qu'on prendrait le temps finalement de dire regarde, samedi matin, c'est samedi matin, on va faire, on va déjeuner, mais on va aller faire on va aller dans une manifestation, on va se présenter, vous parlez, il y a un élément important dans votre livre, vous parlez de l'investissement citoyen, de l'implication citoyenne par rapport à sa municipalité, tout simplement. On n'est pas obligé de s'investir en politique provinciale ou fédérale
au Canada, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais tout ça pour dire, c'est de dire, commencer quelque part. Ma mère m'a toujours dit ça. Commence quelque part, puis tu verras. Puis ça, cette manière de penser-là, ben pour moi, ça m'a tout le temps animé. Ça m'a mené à des endroits insoupçonnés. C'est-à-dire que quand on commence, on dit, regarde, peut-être, ça sera pas un home run. Peut-être pas. Ça sera peut-être pas le plus grand des succès, mais regarde, je vais commencer puis on va voir où est-ce que ça s'en va. Mais c'est là qu'on avance, puis c'est là qu'on vit. C'est là qu'il y a du mouvement. Et ça, je trouve ça... c'est la première chose que je trouvais intéressante dans ce que vous venez de dire. Puis c'est ça, la deuxième, c'est à quel point, en tant que collectivité, oui, on peut faire quelque chose, mais en tant qu'individu, on n'a pas besoin de tout faire pour que tout change. C'est-à-dire, vous donnez l'exemple d'arrêter de manger de la viande. Ben oui, on peut arrêter du jour au lendemain, mais bon, je sais que au Canada, on est des bons mangeurs de viande. Pour beaucoup en Amérique du Nord, en général, la viande, ça, c'est quelque chose. Mais de juste réduire, j'avais cette discussion-là avec un ami hier, justement, où il dit, toi, c'est rare, je te vois manger de la viande. Je suis comme, ouais, c'est vrai que j'en mange pas souvent. Je suis pas végétarien. Je me déclare pas végétarien, mais j'en mange vraiment moins que la majorité des gens. Puis il l'a remarqué. Mais ça me préoccupe pas. Pourquoi? Parce que c'est devenu une habitude. C'est plus une question. Mais on n'a pas besoin de dire, de s'identifier, puis de dire, moi, je suis un écologiste, végétarien, de gauche. On n'a pas besoin de se peinturer dans un coin une image, puis dire, il faut que je sois ça. On peut juste dire, hey, non, moi, tu sais quoi? Pour moi, ça va être un peu moins. Ça va être moins. Moi, j'ai fait ce choix-là, puis c'est pas le choix de la gauche, de la droite. C'est pas un choix politique. J'ai fait un choix pour moi. C'est ça qui, des fois, j'ai l'impression, puis ça, c'est quelque chose qui est intéressant dans votre livre, c'est que, oui, vous parlez d'aspect collectif, mais vous parlez aussi à quel point c'est bon pour la personne elle-même. Ça change la perspective, parce que quand on parle d'activisme, souvent, malheureusement, puis même moi, au début, avant de lire votre livre, j'étais comme, on va peut-être parler encore des causes externes à nous-mêmes, puis c'est flou, puis est-ce qu'on travaille vraiment pour notre propre bénéfice individuel? On ne sait pas trop, mais c'est bon pour le monde. Oui, c'est bon pour le monde, mais c'est bon pour nous, c'est bon pour nos enfants, c'est bon pour ce qui est proche à nous. Ça, c'est précieux ce que vous amenez dans votre ouvrage par rapport à ça. Merci pour ce témoignage. Je vais réagir. Oui. D'abord parce que vous disiez par rapport au fait d'agir, voilà, pour la retraite, on met de l'argent de côté, mais quand il s'agit de l'environnement, on n'agit peut-être pas trop parce que on ne sait pas où commencer. Par exemple, voilà, je peux raconter ma petite histoire en fait pour peut-être inspirer les gens. Dans mon introduction de Désir d'agir, je raconte que j'ai 43 ans, je ne vais pas dévoiler tout, mais et en fait, en gros, c'est un peu la crise de la quarantaine. J'avais 43 ans et j'avais l'impression d'être juste un consommateur. Je ne faisais que consommer ce que la société me proposait. Et en fait, un soir, je regardais la télé avec ma femme. Je regardais tous les soirs la télé avec ma femme. Et j'adorais ça, hein. C'était très agréable. On était ensemble avec nos 3 chats. On avait 4 chats encore à l'époque. C'était fantastique en fait. Mais pourtant, il y avait quelque chose qui me démangeait. Et à un moment donné, donc je regardais la télévision, racontais un peu ce qu'ils racontent d'habitude, voilà. Et à un moment donné, il y a une image qui m'a frappé comme une fusée, comme une balle presque. Et c'était l'image que la télé, c'est comme du chewing gum pour le cerveau. Et j'ai eu exactement cette impression-là. Je suis en train de regarder, mais bêtement, comme aujourd'hui on est en train de scroller sur le téléphone et voilà, on va d'une vidéo à une autre sans se poser des questions, il y a pas de direction, il y a pas de valeur, il y a pas de projet, il y a rien. En fait, on est presque comme de l'eau. C'est vraiment, c'est très triste. Et donc, je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Et pour moi, cette chose-là, c'était peut-être la plus belle façon d'agir, d'exister en tant que citoyen ou en tant qu'individu dans le monde, c'est de participer à là où tu vis, c'est-à-dire ta ville. Et donc, je me suis inscrit pour devenir membre du comité d'habitants pour dialoguer avec les élus et les autres citoyens pour comment on peut améliorer la vie de notre ville. C'est un magnifique objectif.
Ben Et oui. ensuite, il fallait un sujet. Et bon, pour le faire court, j'ai dit tiens, moi je suis à peu près le seul à me déplacer à vélo. C'était en 2016 pour aller travailler à Paris tous les jours. J'ai dit c'est un peu dommage que les autres n'en profitent pas. Alors je propose un groupe de travail pour créer une politique pro vélo pour transformer ma ville pour en faire une ville cyclable. Et il y a eu, donc on a mis une annonce dans le bulletin municipal, et il y a une quinzaine de personnes qui a répondu, et puis on a commencé à se rencontrer, et puis on se dit, comment on va faire ça? Et ça a eu un succès, et en fait, on se dit, on va faire une association, on va créer une association qu'on a baptisée Phare à vélo, Fontenay-aux-Roses à vélo, parce que c'est le nom de ma ville. Et voilà, 10 ans plus tard, ça existe, presque 10 ans plus tard, on va bientôt fêter les 10 ans, ça existe toujours, c'est devenu une voie dans la ville. Et bon, après, on a associé même toutes les associations vélo en Île-de-France pour créer le collectif Vélo Île-de-France, qui est un peu la voie du vélo en Île-de-France. Île-de-France, c'est le Grand Paris. En fait, c'est pas la Grand Paris, c'est la région de 12 millions d'habitants. Et on a créé une fédération, un collectif, qui s'appelle Collectif Vélo Île-de-France, qui représente toutes les associations vélo, dont j'étais le porte-parole du début, en 15 mars 2019 jusqu'en mai 2022. Et ça a tout changé. Parce que tout d'un coup, il y avait un interlocuteur. Donc tout ça pour dire que, à partir d'une toute petite initiative, c'est-à-dire je contactais la mairie pour dire, je voudrais bien participer. En fait, je me suis découvert. Et ce qu'il y a autre chose, c'est que dans mon travail, je n'avais pas cette possibilité, parce que dans mon travail, voilà, c'est mes chefs qui changent, qui se développent, qui vont parler ailleurs. Moi, je suis juste un exécutant, je suis un conseiller, en fait. Et donc, j'avais pas la possibilité de me développer beaucoup. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Et donc, je me suis dit, parce que j'aime beaucoup mon travail, mais je dis, plutôt que de quitter mon travail, ce qui est aussi une option, mais je dis, je vais faire ça dans ma vie privée et avec mes citoyens, avec mes amis, avec ma mairie ici. Et je me dis, je vais me lancer comme ça. Et c'est donc grâce à mon travail associatif que je me suis transformé, que je suis allé au Québec, par exemple, pour parler dans les médias. Ici, il y a 10 ans, on m'avait dit, Stein, dans quelques années, tu seras un auteur, tu seras conférencier. Je suis même chroniqueur dans un magazine qui s'appelle 200. D'ailleurs, c'est un fabuleux magazine de vélo en France qui raconte le vélo. Et donc, moi, j'ai une chronique. Tu vas conseiller des entreprises, tu vas parler à des élus. J'aurais dit, mais tu es fou. Tu es complètement fou, parce que je suis juste un attaché qui travaille dans une administration. Pourtant ça s'est fait. Et donc ça veut dire que c'est une invitation que je lance à toutes les personnes qui nous écoutent. En fait, c'est à partir d'un tout petit début, tu peux découvrir des choses et des capacités dont tu ne savais pas que tu les avais. Absolument. Et en fait, ça passe par le désir d'agir. C'est pour ça que j'ai intitulé le livre comme ça. Je suis très fier d'avoir trouvé le titre moi-même. Souvent, c'est les éditeurs qui ont cette capacité. Parce que c'est le désir, en fait, qui te fait... Moi, ce qui me fait bouger, c'est le désir vraiment développer le vélo, mais aussi de créer une vie où on vit en harmonie avec la nature. En fait, c'est un peu ça. Et en fait, petit à petit, en mettant des actions après action après action, tu vas y prendre goût. Et ce goût, ça passe aussi par quoi? Ça passe par les rencontres. En fait, les études montrent que des gens qui s'investissent dans des associations, ils le font essentiellement pour 3 raisons. Il y a beaucoup de raisons, mais en gros, il y a 3 raisons. Et la première raison, c'est ils veulent être utiles, ce qui était mon cas, effectivement. La deuxième raison, c'est qu'ils veulent agir. Ils veulent faire quelque chose. Ils ne veulent pas, comme moi, être devant la télé, en train de regarder la télé comme les légumes, de se dormir, de se coucher, et puis de continuer comme ça jusqu'à la mort, et après on disparaît, et voilà, la tombe est là, et non. Moi, je voulais vraiment construire quelque chose. Et la troisième raison, elle est très importante aussi, et c'est faire des liens. Oui, moi, on est des êtres sociaux. Moi, j'avais besoin de créer des liens. Et donc, en fait, quand j'ai lu cette étude, moi j'ai dit, c'est fantastique, c'est mon portrait. Sans me rendre compte, je me dis, c'est mon portrait parce que en créant Phare à vélo, le collectif Vélo Île-de-France, j'ai créé la possibilité d'agir, d'être utile et de rencontrer plein de gens. Parce que maintenant, même le fait que nous soyons en contact, c'est parce que c'est grâce à ces moments-là qui m'ont fait connaître à travers mes livres, etc. Donc en fait, maintenant, j'ai l'impression d'avoir une famille partout, en France, en Belgique, en Suisse et au Québec, parce que mes livres sont distribués dans ces pays, au Luxembourg aussi, parce qu'il y a des communautés derrière. Et c'est la force dont je parle. C'est pour ça que, oui, je parle beaucoup de l'individu,
Mais il faut jamais oublier que la société ne peut changer que si les individus s'organisent. Il faut s'organiser. Les élus qui décident de nos sociétés, ils ne sont intéressés que par une chose, et c'est le nombre. La première chose qu'ils vont vous demander, vous êtes combien? Et si Vélo Oui, Québec était 3 personnes, ils n'auraient jamais eu l'impact gigantesque qu'ils ont aujourd'hui sur la société québécoise. C'est par leur nombre, ils ont le Café du Citoyen, ils ont un gros bâtiment, ils ont plein d'activités, ils conseillent les municipalités, ils éditent même des magazines, ils organisent le Tour de l'île, qui est le plus gros événement de vélo en Amérique du Nord. C'est juste fantastique. Ouais. Et voilà, pourquoi ils arrivent à faire ça? Parce qu'ils font ça ensemble. Et en plus, comme c'est une communauté militante, ben, ça crée une fibre en plus. Ça crée un affectif qui est tellement fort, mais en fait que tu ne peux que aller de l'avant et continuer. Voilà, c'est ça que je souhaite. En fait, pour comprendre ça, il faut le vivre. Moi, je peux l'expliquer et les gens, ils peuvent encore se dire, ah oui, mais ça, c'est des militants, c'est une ambiance un peu bizarre. Oui. Moi, je suis, ben non, va prendre un café ou même un café, c'est pas grave. Va prendre un café avec eux ou va prendre une bière, peu importe, pour juste échanger et voir ce qui se passe, en fait. C'est l'aventure. La vie, c'est une aventure qui va s'arrêter à un moment donné. Et donc, en fait, il faut vivre cette aventure jusqu'au bout. Et il faut le faire avec les autres. Et ça va t'apporter ce que tu cherches. C'est un excellent message. C'est un message puissant, en fait, que vous donnez. C'est pas juste excellent, c'est un message puissant. C'est drôle parce que les constats que vous faites, moi, je l'ai fait au courant de l'année passée, dernière, beaucoup. Je l'ai fait encore aujourd'hui. L'importance des liens, l'importance aussi d'avoir un but, un objectif, une certaine mission. Ça n'a pas besoin d'être super clair, mais de dire, je veux améliorer le monde, je veux changer quelque chose dans mon quartier, je veux changer quelque chose dans la vie des gens. Mais ça n'a pas besoin d'être super spécifique, ça n'a pas besoin on n'a pas besoin de bâtir un plan là, que ça prend 24 heures à écrire. C'est juste d'avoir un désir, puis de partir de ce désir-là, puis commencer quelque part, commencer par contacter quelqu'un. Souvent, justement, comme vous dites, on n'a pas besoin de réinventer le monde. Il y a déjà des choses qui existent, comme vous avez parlé de Vélo Québec, il y a déjà des associations qui existent. On utilise Google à longueur de journée, on peut bien taper quelques lettres puis pour trouver une association dans notre quartier. Puis il y a des choses qui existent déjà, comme j'avais mentionné. Puis vous en parlez, puis c'est drôle parce que moi, ça m'a ramené à des souvenirs. Vous parlez de à quel point c'est important pour les citoyens de s'investir pas juste aux élections. Exactement, parlons de ça, oui. Pas juste des élections, mais de s'investir aussi dans le quotidien municipal, ou du moins dans le mensuel municipal, si on peut dire. Puis être présent aux réunions, puis soutenir leurs élus, parce que le changement, comme vous dites, ça vient des masses. C'est-à-dire qu'il faut s'organiser, puis si les élus ils ont des idées, mais qui n'ont pas nécessairement de gens pour les soutenir, ben ça va être des projets qui vont être remis à demain, remis au prochain mandat. Hein, on le voit très souvent en politique. On n'a pas l'argent, on n'a pas le temps, on a d'autres priorités. C'est toutes des excuses qu'on entend souvent. Versus dire on a une base de citoyens qui militent ou qui du moins qui poussent pour aller dans ce sens, peu importe le parti politique au pouvoir. Ça, c'est super intéressant, vous en parler. Puis je vais vous laisser peut-être faire du push un peu là-dessus parce que je pense que vous avez d'expérience par rapport à ça là, à Paris notamment. Oui, je suis en plein dedans. Je vais raconter ça, mais je vais d'abord réagir à ce que vous disiez tout à l'heure sur des gens qui se disent tiens, il faut que je fasse quelque chose, mais ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très important. En fait, il y a un documentaire que je conseille à tout le monde. C'est un documentaire qui date de 2015 et c'était à l'époque en France le documentaire de l'année et qui s'appelle Demain de Cyril Dion et sa compagne, je crois, qui ont fait ce documentaire. Ils sont allés interviewer des personnes partout dans le monde qui justement ont fait quelque chose. Et c'est un documentaire. Je me souviens en fait, il y a beaucoup de témoignages. Comme moi, j'ai essayé de mettre dans mon livre Désir d'agir. J'aimerais qu'il a le même effet. Et je me souviens encore 10 ans plus tard d'une scène de ce film. C'était 2 femmes, je crois, en Grande-Bretagne.
et qui racontait, bah oui, il fallait qu'on fasse quelque chose et bon, on va peut-être organiser une soirée dans le café pour voir ce qu'on peut faire avec les citoyens. Et comme moi, avec mon blog, j'en parlais tout à l'heure, elle se sent un peu ridicule en se disant, bah, de toute façon, il y aura personne qui va venir. Et finalement, je crois qu'il y a eu genre 100 personnes qui sont venues. Il y a eu énormément de gens qui sont venus et ça a donné lieu à un projet, parce qu'ils ont bien modéré la discussion, les incroyables comestibles. C'est-à-dire, l'idée, c'est de planter des légumes partout dans la ville. Hein. Au lieu de mettre que des plantes, de mettre aussi des légumes que les gens ont commencé à cultiver ensemble, ça a créé du lien. Bref, ça a pris une ampleur incroyable qui a donné lieu ensuite à d'autres activités. Donc, c'est vraiment important et pour mon association, Phare à vélo, par exemple, j'avais observé que d'autres associations de vélo organisent des apéros Oui. Et moi, étant très sérieux et je voulais absolument travailler sur une politique vélo, je me dis, moi, je n'ai pas le temps pour ça. Moi, il faut que je bosse, il faut que je travaille, il faut que je fasse des propositions pour la mairie, etc. Et en fait, je me suis dit, je veux rester ouvert parce qu'il faut toujours rester ouvert. Il faut pas uniquement s'écouter. Et donc, je me suis dit, on va quand même essayer. Et donc, on a, je crois que c'était au mois d'avril en 2018, on l'a fait, on l'a testé, on a organisé un apéritif, un apéro vélo, Phare à vélo. Et il y a eu 25 personnes de 15 villes différentes. C'était une soirée inoubliable. Wow. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a peu de gens qui aiment travailler le soir, parce que les gens, ils ont déjà leur travail, ils n'ont pas envie de se taper encore une réunion le soir. Mais tout le monde adore les apéros. Tout le monde adore les apéros. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, j'ai compris que il faut organiser des apéros. Donc moi, mon message que je lance à toutes les personnes qui nous écoutent, organisez un apéro dans votre ville. Lancez un rendez-vous Facebook. Et en fait, vous pouvez, par exemple, pour encore faciliter les choses, faites ça chaque premier vendredi du mois à 19h. Comme ça, il n'y a pas à avoir Internet. On sait juste chaque premier vendredi à 19h dans tel café. En plus, ça soutient le commerce qui a besoin de notre soutien. Voilà, je voulais dire ça par rapport au fait de réagir. Alors ensuite, on a parlé des élections. Il se trouve que, voilà, à Montréal, on vient d'avoir des élections. Peut-être dans toute la ville, c'est ça, au Québec? Oui, toute une municipalité, C'est énorme. Donc voilà, on est dans le post-élection. En France, on est juste dans le pré-élection, c'est-à-dire les élections municipales vont avoir lieu en mars 2026. Et donc, moi, je me suis investi déjà dès mars 2023 pour m'investir dans les élections. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La politique, ça peut faire peur. 99,9% des personnes qui nous écoutent vont se dire, ah oui, mais la politique, ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pour les professionnels de la politique, etc. Alors, mon message, c'est détrompez-vous. Votre ville, non, je vais dire autrement. Vous avez votre maison avec votre travail, vos enfants et vos vacances, et voilà, c'est à peu près votre vie. Voilà, je résume, vos activités de sport, etc. Mais tout le reste qui entoure ça, c'est-à-dire votre propre ville, c'est votre vie aussi. C'est l'espace public, c'est votre deuxième salon. C'est là que vous allez vous asseoir, vous allez rencontrer vos commerçants, c'est l'ossature sociale de la ville, c'est là que vous allez rencontrer les autres. Il faut le défendre, et il faut que quelqu'un le fasse. Et en fait, c'est quelqu'un, ce sont ce qu'on appelle des élus, mais ces élus, c'est des citoyens comme vous et moi, qui ont dit un jour, moi je vais essayer de gérer ça en proposant un projet. Donc, une manière de proposer un projet, c'est de faire ce que j'ai fait en tant qu'associatif. Avec Phare à vélo, j'avais proposé des propositions pour rendre notre ville cyclable. Mais pourquoi ne pas le faire pour la ville directement? Et pourquoi ne pas... Ok, les élections viennent de passer au Québec, mais voilà, il vous reste combien? 6 années? C'est quoi le mandat au Québec? 4 ans, c'est 4 ans. 4 ans, ouais. Chez vous, c'est 4 ans. Donc, c'est très court. C'est très court, 4 ans. Donc, en fait, vous pouvez déjà commencer dès aujourd'hui à vous préparer à un mandat aux élections suivantes, en rencontrant ces élus, en participant en tant qu'association, en demandant des rencontres avec ces élus. Parce que ces élus décident, mais il faut jamais oublier que ils ne peuvent décider quelque chose de bien que si vous dites ce que vous voulez qu'ils fassent. Parce que les élus ne sont pas des sachants. C'est pas forcément des experts. Souvent, c'est des gens comme vous et moi qui doivent s'improviser, qui doivent faire du mieux qu'ils peuvent. Et donc, ils ont absolument besoin que vous le sachiez, parce que si vous ne le faites pas, vous ne pouvez que être mécontent. Comme on dit, on n'a que ses yeux pour pleurer après s'ils font des idioties, parce qu'ils ne savaient pas. Donc, en fait, on a vraiment besoin de leur parler.
Et ça peut aller très loin, parce que vous pouvez aussi constituer des listes, parce que par exemple les partis politiques, ça peut faire peur. Et effectivement, je confirme, la politique, c'est très difficile. C'est vraiment, je le découvre maintenant de l'intérieur, parce que moi aussi, j'ai décidé de me lancer. Pourquoi? En fait, je ne voulais pas, mais j'ai considéré que le maire de ma ville est trop fermé à la démocratie participative. Moi, je pense qu'une ville heureuse a besoin que les citoyens soient impliqués dans la prise des décisions. Il faut les écouter et notre maire, en fait, il considère, comme beaucoup de maires, que il a été élu démocratiquement, donc maintenant il faut le laisser tranquille pendant 4 ans pour faire ce qu'il fait. Mais pour moi, ça c'est pas de la démocratie. On ne peut pas, c'est impossible de donner carte blanche à quelqu'un pendant 4 années dans lesquelles il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Parce que voilà, avec justement le changement climatique, avec la crise, avec des guerres qui sont en cours, qui ont un impact direct sur nos ressources, avec beaucoup de choses qui sont en train de changer. Donc il faut vraiment faire très attention. Et voilà, vous pouvez vous investir. Et les associations sont un pied dedans dans le système. Et après, pourquoi ne pas aller plus loin et envisager de se présenter aux élections, peut-être pas forcément en haut de la liste, mais commencer toujours à discuter avec ces personnes pour demander mais comment ça marche en fait. Et ça, ça ne peut que vous apporter des choses, et ça ne peut que vous apprendre des choses. Et c'est en apprenant qu'on y prend goût, qu'on se dit, si ça marche comme ça, alors pourquoi je ne pourrais pas aller plus loin? Et encore une fois, essayez aussi d'utiliser cette capacité à vous étonner, parce que souvent on fait beaucoup de choses juste parce que on l'a toujours fait comme ça. Il y a un jour, j'ai assisté à une conférence d'un militant vegan d'1 heure. C'était fantastique. C'est en ligne. Et en fait, il a demandé, est-ce que vous savez pourquoi les gens mangent tout le temps de la viande? Et en fait, c'est une bonne question. La réponse c'est parce que les gens mangent tout le temps de la viande. On ne se pose pas la question. Il n'y a que 1% de la population qui est végétarien parce qu'ils se sont posés beaucoup de questions, parce qu'ils ont pris du recul. Mais on n'est pas fabriqué pour faire du recul. On ne nous enseigne pas de dire, on va tout mettre sur stop et on va réfléchir. Est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'on peut se déplacer autrement? Est-ce qu'on peut vivre de manière plus mutualisée? Est-ce qu'on peut partager des espaces? Est-ce qu'on peut créer une société dans laquelle on n'a plus besoin de la voiture individuelle? Je pourrais en parler parce qu'en fait c'est possible. C'est même économiquement très intéressant. Et donc en fait il faut provoquer ces rencontres, et ça commence toujours par une petite conversation. Si vous voulez changer la société, en fait vous avez besoin des autres. Et pour trouver les autres, en fait il faudrait une sorte d'outil magique qui vous permette d'aller dans la rue et de détecter où sont les personnes qui pensent un peu comme vous, qui doutent, qui ont envie qui sentent, qui sont un peu qui ont des démangeaisons. Et en fait, cet outil magique existe. Ça s'appelle la conversation. Parce que si vous invitez, si vous lancez par exemple un apéro au Québec dans votre ville, il y a des gens. Je peux vous assurer, si vous faites un peu de communication, vous distribuez des flyers, il faut mettre un peu les moyens. C'est pas en restant derrière un écran que ça va se passer. Il y a des gens qui vont venir. Et je vais vous dire, même s'il n'y a que 5 personnes qui vont venir, ce sont les meilleurs. Parce qu'ils pensent comme vous. C'est avec ces personnes-là que vous allez pouvoir continuer. Et chaque personne a 10 autres personnes autour d'elle qui, forcément, seront sensibilisées aussi et qui ont encore elles aussi 5 ou 10 autres personnes autour d'elles. Et c'est comme ça que petit à petit, vous pouvez construire une masse critique qui va finir par vraiment changer la ville. Là, vous avez Dominique Champagne qui, au Québec, cette personnalité qui avait lancé le pacte pour la transition écologique au Québec en 2018. C'est quelqu'un qui a utilisé sa notoriété pour donner envie aux gens d'agir. Mais vous pouvez tous faire cette même chose à votre échelle. Parce que vous avez tous des voisins, vous avez tous des amis. Et là, je le découvre aujourd'hui parce que je suis en campagne municipale contre mon gré, parce que je ne voulais pas le faire. Je ne suis pas là pour dire, moi je veux être connu dans la politique, etc. Vraiment pas du tout. J'aurais préféré ne pas le faire. Mais je suis obligé de le faire parce que sinon notre société va se casser la figure. Voilà, on aura des inégalités qui sont en train de se creuser. Il y a le climat qui est en train de se casser la figure. Il faut vraiment que ça aille beaucoup plus vite.
Et donc, je découvre que en faisant campagne, ça veut dire quoi? Mais en fait, ça veut dire qu'on va frapper aux portes des gens. Donc maintenant, le soir, je vais dans des immeubles avec mes amis, avec mes camarades, comme on dit, et on va frapper sur la porte et on va dire bonjour, on se présente pour les élections. On voudrait vous écouter parce qu'on trouve que les gens ne sont pas assez écoutés. Qu'est-ce que vous pensez de votre ville? Si vous étiez maire demain, qu'est-ce que vous changeriez? Et là, c'est incroyable de constater à quel point on peut avoir rapidement un échange très très profond sur la ville, sur la vie des gens. Et ça donne encore plus envie de travailler pour changer ça. Voilà, c'est vraiment une aventure que je peux conseiller à tout le monde. Ça fait très peur au début et je le comprends, mais on n'a qu'une vie. Et après cette vie, vous savez, c'est terminé. Comme disait une amie un jour, ce n'est pas après notre mort qu'on boira notre coupe de champagne. Il faut le boire maintenant, mais pas une coupe de champagne qui va détruire notre environnement, mais une coupe de champagne qui est un projet municipal, un projet associatif pour la ville, qui va vous ramener plein d'amis, qui va vous donner pleinement le sentiment d'être utile, qui va vous donner l'impression de vivre dans une ville et de servir à quelque chose, d'avoir un sentiment de force morale. C'est une force morale que vous sentez. Moi, je me sens, moi, je crée ma propre légitimité. Être citoyen, c'est un verbe. C'est une activité qui demande de vous de sortir, de rencontrer des autres personnes et de découvrir aussi comment faire, parce qu'on apprend aussi. Et c'est ça aussi le plaisir. Vos neurones, en fait, travaillent, en fait, désir d'agir. Ce livre, c'est aussi une manière d'inciter à réfléchir, de se secouer un peu pour dire, attends, c'est pas normal. Comment on peut faire autrement? Voilà, c'est ça que je souhaite aux personnes qui nous écoutent. C'est fort, vous avez dit tellement de choses que j'ai retenu et tout ça. Mais je vais réagir parce que ce qui me vient à la tête, c'est la force de vivre que ça nous donne, de rencontrer des gens. En fait, c'est un peu contre-intuitif parce que quand on pense, bon, je vais rencontrer quelqu'un que je ne connais pas, ça va me tirer d'énergie. Qu'on dit au Québec, ça va me prendre d'énergie. Ça prend un effort. Oui, c'est vrai qu'initier, ça prend de l'énergie. Par contre, le retour qu'on a est beaucoup plus élevé en général habituellement. Vraiment élevé, puis ça nous propulse. Les gens nous propulsent quand on rencontre des gens qui ont un peu la même énergie que nous, ou du moins qui ont un peu la même mission que nous, ou le même désir. Ça nous propulse complètement ailleurs, puis on soutient, on devient un peu comme une force, en fait, une force de groupe. On crée cet effet de groupe qui fait qu'on avance plus vite, on est plus efficace, on a besoin de moins d'efforts individuels pour se rendre quelque part. Un peu comme un peloton cycliste, en fait. Ça me fait penser un peu à ça. Exact. C'est moi qui viens du cyclisme, c'est la première chose que ça me fait penser. Vous mentionnez aussi tout l'aspect communautaire, la communauté qui se développe liée à ça, la dimension sociale aussi, de pas avoir peur de sortir de chez soi. Je pense qu'on est souvent devant nos écrans, puis on le voit en entrepreneuriat. Là, pour un exemple classique en entrepreneuriat qu'on dit, j'ai un livre qui est juste ici d'ailleurs, qui s'appelle The Startup Owner's Manual, qui est un des premiers principes qui dit, c'est get outside. Yes. Get outside. You'll learn nothing behind your screen. Exactement. Puis ça, c'est vraiment important, là, je pense, dans la vie en général. Si vous voulez apprendre quelque chose, sortez de chez vous, s'il vous plaît. Sortez de chez vous, s'il vous plaît. Vous allez apprendre beaucoup de choses beaucoup plus rapidement, souvent, que si vous cherchez sur ChatGPT ou on pense qu'on apprend vite maintenant avec ChatGPT. Le réel apprentissage, là, c'est de se mettre les mains dedans, comme on dit. C'est un beau témoignage qui évoque plein de choses chez moi. Par rapport à l'observation, de dire, voilà, aller rencontrer les autres, ça me prend de l'énergie. Ah oui, je comprends tout à fait. Et justement, est-ce que je ne sais plus où je l'avais écrit quelque part, mais quand on commence à être militant pour le vélo, moi je me souviens, dans Pourquoi pas le vélo, j'ai décrit ça. La première action vraiment où je me suis déclaré militant, j'ai écrit une chronique là-dessus, c'est de sortir
dehors et de distribuer des flyers aux gens directement. Là, c'est encore pire que écrire un blog où vous êtes toujours en sécurité chez vous derrière un écran. Mais là, vous allez voir les gens. Ça demande un effort considérable. Parce que quand vous faites ça pour la première fois, vous avez l'impression d'être un mendiant. Ouais. Moi, en tout cas, je me sentais vraiment bizarre. Hein. C'était très bizarre. Et en fait, ça disparaît tout de suite. Bon, il se trouve que j'aime beaucoup le contact humain, ça aide aussi. Et voilà, j'ai grandi dans une famille. Mon père, il peintre un bâtiment, il connaissait tout le monde, les gens venaient nous voir. J'ai grandi à la campagne, en fait, dans une maison où, comme au Canada d'ailleurs, la porte arrière n'est pas fermée. Donc en fait, les gens rentraient comme ça. Voilà. Et donc j'ai quand même une sensibilité pour ça. C'est cette comment dire, ce contact avec les gens qui devient très fort tout de suite. Parce qu'en fait, il y a des gens qui vous regardent, qui disent « Ah ouais, mais vous avez raison, mais en fait, comment je peux aider ?» Et il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Et en fait, vous créez des liens. Donc en fait, cette perte d'énergie que l'on craint, en fait, vous allez le remplacer par une énorme gain, au contraire, d'énergie. Et je vais donner un autre exemple. Aujourd'hui, je suis en campagne politique, c'est-à-dire qu'on organise des réunions. C'est beaucoup de travail parce que il faut trouver des intervenants, il faut trouver un thème, il faut trouver une sono, il faut trouver une salle, il faut de la communication, etc. Et donc en fait, et même le fait d'y aller le soir dans une réunion, souvent on se dit j'ai pas envie, je suis vraiment fatigué, j'ai travaillé, en plus c'est l'hiver, bientôt il fait sombre très tôt. Et en fait, évidemment, je fais l'effort de le faire parce que je suis engagé. Et une fois que tu y vas, en fait, il se passe quelque chose de magique parce que dans la salle, il y a une énergie qui se libère. C'est comme une fission atomique. Tu es là avec des gens qui ont tous animés par quelque chose. Et en fait, on ressort boosté. En fait, on se réveille, en fait, pendant cette réunion. Il y a l'énergie citoyenne qui se réveille. Tu fais des contacts aussi, tu rencontres des gens, justement par cet outil magique qui permet de découvrir des alliés, qui s'appelle la conversation, qui s'appelle les gens. Donc en fait, tout ça pour dire que quand tu sors dehors pour aller voir les autres, oui, ça demande une énergie, mais le retour sur investissement est énorme parce qu'en fait, ça vous donne de l'énergie. Et puis voilà, c'est ça que je voulais dire sur le lien. Il faut pas sous-estimer ça, et pour comprendre ça, il faut le faire. Et encore une fois, la première fois, c'est bizarre parce que vous allez dans une salle où vous connaissez personne, vous ne connaissez pas les milieux. Le début, vous vous sentez toujours maladroit. Mais on nous a offert la vie pour ça, pour être maladroit. Si vous voulez rester dans votre zone de confort, devant votre écran, et de devenir, de finir votre vie comme un consommateur, bien sûr, c'est tout à fait normal, c'est un peu la base, le baseline, en fait, on va dire. Mais c'est tellement agréable de sortir du baseline pour produire quelque chose. En fait, moi, j'ai une obsession, et c'est l'obsession de la production. Moi, quand je lis un livre, je veux écrire un livre. Quand je regarde un film, je veux faire un film. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, c'est de tester sa capacité à créer des choses. Parce qu'en fait, on est tous créatifs. Dans chacun de nous, il y a l'enfant qui est caché. Et l'enfant qui a envie de faire des bêtises, qui a envie de changer les choses, qui a envie de se rouler dans les flaques, qui a envie de prendre un vélo pour bouger, qui a envie en fait, les enfants, contrairement aux adultes, ont une imagination beaucoup plus libérée parce qu'ils n'ont pas été conditionnés. Quand tu demandes à un enfant, c'est quoi la rue idéale pour toi? Il ne va pas dire, en fait, deux trottoirs avec peut-être un arbre et puis une chaussée au milieu où il y a beaucoup de voitures qui passent. Non, l'enfant, il va dire, c'est un endroit où il y a des poules qui marchent. C'est un endroit où il y a un lac au milieu. C'est un enfant, c'est où il y a un parc. En fait, les enfants devraient être architectes en chef des villes pour créer une ville qui sort de l'ordinaire et qui justement déclenche ce désir. Parce que les enfants travaillent encore sur le désir, parce qu'ils sont pas conditionnés par le métro boulot dodo dont on parlait tout à l'heure, le fait d'être captif dans ce système qui existe parce qu'il existe, parce qu'il faut systématiser certaines choses. Mais les enfants ont gardé un peu cette liberté d'âme. Et moi, ce que j'essaie de faire, parce que je suis dans le métro boulot dodo, j'en ai besoin en fait aussi pour être avec les autres. Moi, je ne pouvais pas être l'auteur chez moi, ça me rendrait fou, je serais trop instable. Ça, j'ai besoin d'être avec les autres. En fait, une fois que tu fais ça, quand tu es dans ce travail,
tu peux en fait t'organiser pour trouver un peu d'espace libre. Moi, par exemple, j'ai une énorme chance. Je travaille à temps plein. En France, c'est 35 heures par semaine, mais Ouais, sur 4 jours. Et ça veut quand dire même. que je travaille 8 heures et 3/4 d'heure par jour. Ça s'appelle voilà, un aménagement de mon temps, ce qui me laisse tous les vendredis. C'est pour ça que là, nous sommes en train de nous parler. C'est Ben oui. grâce à mon employeur qui accepte de me laisser, en fait, dehors, de me laisser libre une journée par semaine parce que je fais mes heures sur mes autres jours. Ça, je le souhaite à tous les Québécois et toutes les Québécoises parce que ça te transforme à la vie. Parce que si tu n'as pas ça, si tu travailles 5 heures par jour, 5 jours par semaine, comme tout le monde, Ouais, ben, samedi tu rentres, tu es crevé, et tu vas quand même ouais, nettoyer, tu vas faire tes courses, tu vas remplir le frigo, tu vas voir peut-être voilà la famille parce que voilà ça fait partie de la tradition, c'est important. Et voilà dimanche on a peut-être une grasse matinée, donc voilà la matinée n'existe plus. Après on a un peu l'après-midi, mais on va pas faire trop de choses parce qu'on commence déjà à travailler le lendemain. Je dirais presque que c'est pas une vie. Et encore une fois, dans les années 1900, voilà, on travaillait 12 ou 16 heures par jour, 7 sur 7. Donc encore, on a ouais. énormément amélioré. Mais moi, je veux aller plus loin et créer cette société où on a 3 jours par semaine, en fait, pour consacrer à un autre projet. Donc, ce que je propose aux personnes qui nous écoutent, c'est essayer de trouver avec vos employeurs un aménagement de votre temps pour vous libérer une journée dans la semaine pour goûter à autre chose. Ouais. Faites des cours de musique ou avec autre chose. Bon, moi, j'aime beaucoup la musique, hein, je fais de la musique, mais ou aller dans une association parce que vous allez prendre plus de goût à la vie. Ça va vous ouvrir des portes qui aujourd'hui, en fait, vous ne voyez même pas la porte, vous voyez un mur. Et en fait, Ouais. pour voir les portes là où elles sont, en fait, il faut gratter. Et le fait de gratter, c'est de faire ça. Donc voilà, allez-y, réaménagez votre temps. J'espère vraiment que, en fait, il faudrait une proposition de loi pour que ça devienne une obligation pour des entreprises, pas par idéologie, mais pour que les gens puissent s'épanouir. Parce que c'est Ouais. prouvé, des gens qui s'épanouissent. Moi, je suis aujourd'hui un employé stable qui est heureux et qui est donc plus précieux pour l'entreprise parce que je m'épanouis grâce à ce temps. Donc voilà, ils peuvent compter sur moi parce que je ne vais pas être frustré dans cette entreprise, parce que je ne peux pas monter en grade, parce Oui, que non, c'est c'est ça. bon. Je suis en train de Ouais. parler avec voilà pour faire un podcast au Québec qui va ouvrir des portes aux autres gens. Je suis pleinement heureux. Je remplis mon contrat sur terre comme ça, en dehors de mon travail, et c'est ce que je souhaite à pas à tout le monde, parce qu'il faut aussi des entrepreneurs qui donnent toute leur vie et toute leur énergie aux entreprises. Hein. Voilà, il faut de tout pour faire un monde. Ben voilà, beaucoup de Ouais. gens ne vont pas faire ça quand même. Oui, ben c'est intéressant. Puis c'est pas juste intéressant, ça fait jeune, ça fait YOLO un peu. You only live once, one Oui, life. Euh, Ça m'a fait penser à ça tout de suite parce que on n'a qu'une vie à vivre. Hein, vous le dites. Puis je pense que ça vient aussi avec le désir d'agir justement parce qu'on a juste une vie à vivre, que le temps est précieux. Moi, je l'ai vu. Puis je pense que plus qu'on vieillit, plus qu'on réalise que ça passe vite, qu'on a juste une vie, que le temps est précieux avec les gens qu'on chérit, qu'on s'arrête, puis finalement on s'assoit à table, puis on regarde vraiment la personne dans les yeux qu'on a devant nous, parce qu'on sait que c'est peut-être pas la dernière fois, mais peut-être, comme vous dites, vous donnez un exemple, peut-être qu'on va se voir encore quoi, 40 fois? Mais 40 fois, c'est pas tant que ça, finalement. Quand on pense à nos parents, quand on sait qu'on les voit pas souvent, quand on voit nos frères ou sœurs, ou peu importe notre amoureux, amoureuse, ou peu importe. C'est toutes des choses, notre collègue même, c'est toutes des choses comme ça qu'on pense pas. Puis quand on s'y arrête, on s'y attarde, puis malheureusement on s'y attarde souvent au cimetière, trop souvent au cimetière, quand tout est fini. Mais c'est là qu'on se dit, OK, mais là, c'est quoi que je fais ici? Puis j'ai aimé que votre pont que vous faites avec le travail, parce que contrairement à ce qu'on pense, la semaine de 4 jours, c'est pas juste parce que les gens veulent prendre des vacances ou veulent être en congé, c'est prouvé que les gens épanouis à l'extérieur dans leur vie vont amener une performance au travail. C'est aussi une performance économique, là. C'est pas juste une performance parce qu'on dit c'est mieux pour les gens se sentent mieux, c'est vraiment une performance, les résultats sont là, les gens sont plus performants, puis les gens ont moins tendance aussi à changer d'emploi, parce que bon, au Québec, on change quand même, ça a beaucoup changé, mais au Québec,
on change de plus en plus d'emplois et de plus en plus de gens qui vont devenir travailleurs autonomes pour bénéficier justement d'une liberté qu'il n'y avait pas auparavant. Puis ça, moi, je le vois de plus en plus souvent. Je suis comme, OK, c'est un peu bizarre. OK, les gens, ils aiment ça être travailleurs autonomes, puis pourtant, ça mène une insécurité, là, être travailleur autonome au niveau financier. Puis les gens veulent ça. Puis à tout le monde que je parle, les gens disent, ben, c'est parce que j'avais plus de liberté. J'avais plus de Et, liberté, je vais être libre. mais voilà, c'est une question de liberté. Hein. Déjà pour le vélo, j'avais ouvert, pourquoi pas le vélo, en disant que derrière toutes les raisons que l'on peut se donner pour faire du vélo, bon pour la santé, bon pour le portefeuille, il y a toujours deux raisons. C'est la liberté et le plaisir. Et ça, c'est vrai, c'est de l'ordre du désir. Et en fait, dans le désir d'agir, j'essaie justement d'explorer, il est où ce désir, elle est où cette perspective qui nous attire, ce monde dans lequel on a envie de vivre, parce qu'il y a de la biodiversité, parce qu'il y a du temps pour faire autre chose, parce qu'il y a du lien, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir peur, parce que l'école est financée, etc. Je voudrais réagir au YOLO, You Only Live Once, on ne vit qu'une fois. C'est quelque chose que je ressens fort. Il y avait quelqu'un qui avait fait un exercice avec moi en disant attention, il faut être préparé psychologiquement parce que ça va te faire un choc et tout ça. Il y a quelques années déjà, mais là je vais le faire avec vous pour mon cas. En fait, il m'avait donné un tableau de Excel de 10 sur 10, donc de 100 cases. Ouais. Et en fait, il a donc enlevé toute la vie de ma vie dans cette case qui n'est plus disponible. Bah, j'ai 52 aujourd'hui, donc ça veut dire que 52 des 100 cases, parce qu'on vit à peu près 100 ans si on a de la chance, en général plutôt 80 ans d'ailleurs, hein, en moyenne 81 ans pour un homme et 83 ans pour une femme. Et donc en fait, on a noirci 52. Donc plus de la moitié de la case était déjà vide. Waouh! Alors ensuite, on va regarder le futur. Alors statistiquement, les problèmes ou les emmerdes, comme on dit vulgairement, médicaux commencent à partir de 60-65 ans. Et donc, ça veut dire qu'en gros, il me reste entre 52 et 65 ans. Ça fait 13 années où j'ai ce que mon beau-père appelait the golden years. Je suis dans mes années dorées où tout est mûr. Je comprends la vie. J'ai constitué une sécurité financière. J'ai des relations maintenant, j'ai de l'expérience qu'on n'a pas quand on a 30 ans, et donc c'est maintenant qu'il faut y aller à fond. Et ça m'a donné envie de vraiment se dire ouais, il faut vraiment que j'en profite, mais pas d'une manière stressante, pas d'une manière de se dire oh bientôt c'est terminé, oh il faut courir, pas du tout. Non, mais c'est juste ça me permet de regarder mieux, en fait d'avoir un regard plus pertinent sur mon quotidien pour dire mais peut-être que je ne ferais pas certaines choses si je me rendais pas compte de ça. Et je vais raconter une anecdote qui date d'hier parce qu'en fait, j'ai tout le temps ce genre d'échange parce que le sujet m'intéresse. Je parle avec une femme qui me disait, ouais, en fait, qui est une entrepreneuse, j'ai beaucoup de respect pour elle, et qui me disait, quelqu'un m'avait proposé de raconter mon histoire entrepreneuriale. Elle a créé une entreprise qui est très belle, etc. Elle dit, mais oui, mais moi, je me sens pas trop à l'aise en parlant devant les gens. Donc voilà, finalement, je l'ai pas accepté. Pour moi, c'est un drame absolu que je comprends parce que moi aussi, j'étais pas du tout né pour donner des conférences comme aujourd'hui. Et en fait, ce que je lui ai conseillé, c'est, mais écoute, il faut au contraire le faire, sortir de ta zone de confort. Et même si tu vas te sentir très maladroite au début, parce que c'est inévitable. La vie, on est toujours, surtout en tant qu'adulte, parce que l'enfant n'a pas peur. Mais l'adulte, il a peur d'être ridiculisé, il a peur du regard de l'autre. Mais fais-le quand même, parce qu'elle a le même âge que moi. Ça risque voilà, tu n'as que ces 13 années pour le faire. Et ça serait ta première démarche où tu vas en fait prendre du recul sur ta propre vie, parce que tu vas raconter ta vie. Et tu vas mieux comprendre le sens de cette vie et ça va mieux te permettre de transmettre cette vie. Et en plus, il y a des coachs pour ça. Parce que oui, apprendre à parler devant un public, ça, c'est quelque chose de très spécifique. Moi, j'ai fait une conférence TED qui est en ligne d'ailleurs. Ah oui. J'ai une conférence TED que vous pouvez regarder. Ça a été une aventure incroyable à Roubaix parce que ce que je ne savais pas, c'est que des personnes qui font les conférences TED, pourquoi elles sont si fortes? Parce qu'elles sont toutes accompagnées. Que tu sois un président américain ou un citoyen français comme moi, ou un citoyen franco-néerlandais, ils sont tous formés. Et quand je les regarde, ben je comprends pourquoi, parce qu'ils sont formés.
on leur a appris. Donc en fait, ça s'apprend. Et tu as quand même appris à écrire. Hein. Tes parents ne t'ont pas quand même dit quand tu avais 4 ans ou 5 ans, ben on va pas t'envoyer à l'école parce que c'est trop difficile d'apprendre à écrire. Ça prend trop. Ben non. Ben tu commences quelque part. Ben c'est pareil pour la vie, tout ce qui est à côté du travail. En plus d'être entrepreneur, il faut parler de cette expérience. Là, on discutait avec vous tous les deux tout à l'heure de ce podcast qui est aussi un endroit pour apprendre, pour se mettre en inconfort, pour se dire, ben, qu'est-ce que je ne sais pas? Racontez-moi ce que je ne sais pas. Racontez-moi pourquoi je suis bête à certains égards. Mais c'est un plaisir. Parce que quand tu racontes, en fait, quand tu apprends des choses que tu ne voyais pas avant, en fait, tu vois le monde autrement. Moi, par exemple, quand je regarde des rues, je décris ça dans Pourquoi pas les vélos, qui est en fait une prise de recul sur notre espace public et aussi sur notre manière de vivre notre quotidien. En fait, en général, les rues, c'est quoi? C'est 2 trottoirs, 2 files de stationnement de voitures d'un côté et de l'autre, et puis 2 voies pour les voitures, et au Québec, souvent même beaucoup plus. Alors moi, je vois tout à fait autre chose. Moi, je vois 2 pistes cyclables, mais qui sont juste couverts de voitures. On a oublié de les enlever. Et aux Pays-Bas, c'est ce qu'on a fait, parce que dans les années 70, les Pays-Bas étaient un pays du tout voiture, comme l'Amérique du Nord aujourd'hui. Vraiment. Il y avait des voitures absolument partout. Et en fait, ce sont les citoyens qui ont imaginé un autre monde, qui ont dit, mais attends, on peut utiliser cet espace pour autre chose. Dans les années 50, en France, il était interdit de garer son véhicule dans l'espace public. C'est un droit qui a été acquis. Et pourquoi? Ben, par l'industrie automobile, qui a eu intérêt à ce qu'on puisse le faire. Alors qu'à Tokyo, ou au Japon, ils font toujours ça. Vous ne pouvez pas obtenir une carte grise si vous n'avez pas de parking. Donc, la surface de la ville est exempte de voitures. Il n'y a pas de voitures de garées, et donc ça donne un espace où les enfants sont visibles. Les enfants, aujourd'hui, on ne parle pas des enfants, mais les enfants vivent dans un monde où ils sont en quelque sorte complètement cachés entre des cages métalliques où ils sont pas visibles, ce qui n'est pas très agréable. En plus, pour eux, c'est un monde très hostile. Donc, on peut imaginer l'espace autrement, mais ça nécessite un entraînement soit professionnel parce que vous êtes urbaniste. Ce sont les urbanistes qui savent imaginer notre espace public et ils savent le dessiner, mais vous pouvez aussi le faire en tant que citoyen. Et justement, j'en profite pour lancer une référence. Il y a le guide des aménagements cyclables de Paris-Ancel. Si vous tapez ça dans un moteur de recherche, le guide des aménagements cyclables de Paris-Ancel. Voilà, c'est celui-là, c'est mon livre de chevet. Voilà, c'est un livre qui est gratuitement disponible sur Internet. Et ça a 144 pages. Vous pouvez envoyer un don à cette association parce que ça a été fait par des citoyens français qui sont allés aux Pays-Bas. Et ce livre m'a compris pourquoi moi, en 23 ans aux Pays-Bas, parce que j'ai vécu jusqu'à 23 ans, j'ai pu profiter d'une société où tout le monde peut se déplacer en sécurité partout à vélo, que vous ayez 5 ou 105 ans. Et c'est parce que, en fait, c'est une question d'aménager de l'espace pour le cycliste. Et une fois que tu acceptes de mettre cette recette en place, ça devient un automatisme. C'est comme pour faire une tarte. Si tu veux une bonne tarte, en fait, il y a une recette pour ça et il faut le suivre. Et quand tu le suis, la tarte, elle sera bonne. Hein. Il y a pas de mystère. Voilà, ça demande un peu d'agilité. C'est pareil pour l'urbanisme. Mais une fois que tu le fais, ça marche. Donc voilà. Et après, c'est un choix politique. C'est un choix, Valérie Plante, l'ancienne mairesse de Montréal, que je salue, je salue énormément son courage. C'est quand même grâce à elle et son équipe que cette ville a pu faire un énorme bond en avant en termes de liberté, en termes de qualité de vie. Et c'est parce qu'elle a donné le feu vert, elle a eu les biceps, le courage politique pour écouter le désir d'agir des citoyens, pour dire moi je vais vous donner les moyens, je vais créer des pistes cyclables, je vais créer de la verdure, je vais créer de l'égalité. Et voilà, elle a réussi à faire beaucoup de choses. Tout le monde, si ça vous plaît, allez dans ce sens. Ouais, j'aime aussi votre appel à dire oui, les aménagements publics, ça peut être une affaire d'experts, là, urbanistes, etc. J'en connais plusieurs, mais c'est aussi une affaire citoyenne. Ça peut être aussi, on peut commenter, on peut dire ça n'a pas de bon sens, on peut dire ça, on aimerait ça avoir ça, parce que bon,
au Québec, comme en France, je pense que nos racines font qu'on aime ça râler ou chialer. On a un talent exceptionnel par rapport à ça, mais pour proposer des nouvelles idées, des fois, on est un petit peu moins bon. Donc, de proposer des choses, de dire, hey, pourquoi on fait pas ça, d'avoir des discussions, parce que moi, ce que j'ai réalisé aussi en discutant avec des urbanistes, c'est qu'ils n'ont pas la science infuse. Hein. Il y a des choses qu'ils ne savent pas. Ils passent pas partout. Ils passent pas par toutes les pistes cyclables. Ils passent pas par toutes les routes du Québec non plus parce que bon, il y en a pas assez. C'est grand le Québec. Donc, puis quand on sait aussi qu'il y a certains urbanistes qui habitent dans une ville comme Montréal, mais qui dessinent des pistes cyclables pour d'autres villes puis des villages qui vivent pas dedans, ben là on voit que effectivement il y a une implication citoyenne qui est nécessaire pour changer la ville. C'est pas juste une affaire d'experts. Donc ça, j'adore ce côté-là. Puis vous-même, vous le faites parce que je vous suis sur LinkedIn, puis je vois que vous intervenez, vous proposez des choses, vous n'êtes pas juste quelqu'un qui dit ça appartient aux experts, aux ingénieurs, ou quoi que ce soit. Ben non, justement, aujourd'hui, c'est le monde à l'envers. Ce sont les auteurs. Il y a Rive Vasta et Simon Labouret. Ce sont deux citoyens qui n'étaient pas du tout formés pour ça. Ils étaient dans d'autres domaines de l'économie et l'autre était ingénieur en autre chose. Et ils sont allés aux Pays-Bas pour vraiment regarder, mais comment les Néerlandais ont fait pour créer un aménagement de l'espace public qui permette même à un enfant de 5 ans, moi je me déplaçais en tant qu'enfant à 5 ans en sécurité, et ensuite de l'analyser comme un peu la grammaire de l'espace public et de le mettre dans ce livre pour que tout le monde puisse le faire. Donc si tu mets en pratique cette recette, vous n'avez plus besoin de carte scolaire. En Amérique du Nord, c'est une institution, le car scolaire. Moi, ça m'a fait halluciner quand je vois ça, avec ces cars scolaires qui ont cette identité énorme. Quand ils s'arrêtent, tout le monde s'arrête parce que c'est un peu comme... voilà, c'est important, c'est nos enfants, je comprends. Et on considère ça comme un droit acquis. Pour moi, c'est le droit acquis à la sédentarité. C'est triste à mourir. C'est en fait, en gros, on constate que les routes sont trop dangereuses pour que les enfants marchent ou fassent du vélo. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Plutôt que de leur donner des pistes cyclables et de leur donner la possibilité de se déplacer de manière autonome avec leur corps et de rester en bonne santé, on prend cet argent et on le met dans des autocars qui coûtent, comme disait le président français, un pognon de dingue, et qui vont sédentariser les enfants, qui vont plus bouger, ils vont regarder le petit écran, ils vont être obligés de polluer. En plus, ça coûte beaucoup d'argent en permanence parce qu'en fait, ça consomme du carburant et même si tu mets de l'électricité, c'est encore des métaux, etc. Ça coûte beaucoup d'argent. Il faut former les chauffeurs, alors que ces mêmes chauffeurs pourraient construire des pistes cyclables, pourraient donner des cours de vélo aux enfants. Et une fois une fois qu'on prend tout cet argent qu'aujourd'hui vous mettez dans des cars scolaires pour faire un réseau cyclable, ce serait réglé une bonne fois pour toutes. Parce que là, vous avez le système qui est en place, comme les routes aujourd'hui, et les enfants peuvent gratuitement aller à l'école. Alors que là, c'est un système à fond perdu qui n'arrange qu'une seule personne ou qu'un seul groupe, c'est les industriels qui fabriquent des routes. Parce qu'ils n'ont pas envie de changer. Parce que ça les arrange pas. Et en plus, ils ont mis les parents dans un piège parce que les parents croient que c'est bien pour eux. Parce que comme ça, on s'occupe bien de nos enfants. Comme ça, on les protège, alors qu'on les protège pas du tout. On protège pas leur santé parce que les enfants sédentaires, ils sont, en fait, leur santé se dégrade. Ils ne protègent pas leur climat, donc pas leur futur. Ils ne protègent pas leur économie parce que c'est pas bon pour l'économie. C'est en fait, il faut que des gens soient en bonne santé. Et en plus, ça oublie une autre chose qui est très importante, c'est que un enfant qui se déplace à vélo, il apprend à être autonome. Ce qui n'est pas le cas d'un enfant qui est transporté comme un légume sur la banquette arrière de la voiture parentale ou dans un bus où il est trimballé comme un colis finalement. Et du coup, un enfant qui est trimballé comme un colis, en fait, il n'apprend pas quelque chose qui est essentiel dans la vie, c'est d'imaginer, c'est d'être entrepreneur, d'imaginer une destination, un itinéraire, de se dire tiens, bon, maintenant c'est moi qui décide si on va à gauche ou à droite. En fait, on éteint cette capacité à être autonome pour en faire voilà, quelque chose qui est ballotté. Et ces enfants-là auront plus de mal à devenir des entrepreneurs. Si les Néerlandais qui ont appris à faire du vélo dès leur jeune âge sont partout dans le monde et sont très assertifs, et voilà, ils n'hésitent pas à s'exprimer, voilà, sans trop généraliser, mais c'est parce que on leur a laissé l'autonomie dès leur enfance.
Parce que ce sont des aventuriers, ils y vont. Et donc, si on pouvait changer ce système-là et utiliser cet argent qu'on met aujourd'hui, non seulement dans les cars, dans le carburant, dans le chauffeur, mais en plus dans l'administration autour de ça. Il y a tout un ministère pour ça. Une administration c'est de l'argent perdu qu'on pourrait mettre. Et en plus, si on créerait ça, c'est pas que un réseau cyclable pour les enfants, mais ce serait un réseau cyclable pour tout le monde, notamment des personnes qui n'ont pas de voiture. Voilà, 40% de la population ne conduit même pas, soit parce qu'ils n'ont pas 18 ans, soit parce qu'ils sont trop âgés, soit parce qu'ils ont un handicap, soit parce qu'ils n'ont pas envie. Voilà, parce qu'aux Pays-Bas, 16% des personnes à mobilité réduite utilisent les pistes cyclables parce que c'est là qu'ils peuvent se déplacer avec leur fauteuil roulant ou avec leur fauteuil électrique. Comment ça s'appelle? C'est des petites voiturettes électriques. Et donc, si on accepte ça, de s'étonner, hein, je vous ai parlé au début de cet échange de la capacité à s'étonner, de s'étonner du fait qu'au Québec, on met un pognon de fou dans des cars scolaires, alors qu'on pourrait utiliser cet argent une fois pour toutes pour créer un réseau cyclable qui permette aux gens d'être libres, ben on créerait des villes beaucoup plus agréables. Parce que qui dit des pistes cyclables, ben dit beaucoup de gens qui vont se mettre sur ces pistes cyclables, pas pour tout. Hein, c'est pas le vélo qui va tout faire, mais c'est le vélo avec les autres alternatives à la voiture qui vont permettre aux citoyens de se déplacer autrement. Et ça crée ce qu'on va naître aujourd'hui à Montréal, c'est-à-dire une ville à vivre où on n'est pas condamné à nourrir l'industrie automobile pour créer une société hostile qui tue une quantité de piétons effrayant, hein, parce que au Québec, je l'avais calculé, le piéton a 3 fois plus de chances de mourir. C'est pas normal qu'aux Pays-Bas. Je vais comparer avec. Oui, mais c'est quand même énorme là. C'est quand même énorme. C'est énorme. Ce sont des morts et à chaque fois il y a un drame derrière. Et si aux Pays-Bas aujourd'hui chaque enfant peut se déplacer seul à vélo, c'est parce que dans les années 70 il y a eu un enfant qui a été percuté mortellement. Elle était sur un vélo et elle a été tuée par un automobiliste. Et en fait, elle s'appelait Simone Langenoff et il se trouve que le papa de cette fille était un journaliste très connu. Et il avait, il écrivais dans son journal qui était un quotidien national. Et plutôt que de dire voilà, je suis triste, je fais une marche blanche et après tout recommence comme avant. Et il a dit, j'ai un désir d'agir, je veux que ça change. Et donc il a publié un article qu'il a intitulé Stop au meurtre des enfants, parce qu'en fait il avait découvert en fouillant dans les archives qu'il y avait des centaines d'enfants qui mouraient chaque année, 400 enfants qui mouraient chaque année dans ces conditions-là. Il a dit, moi je ne vais pas récupérer ma fille, mais par contre, je veux que d'autres parents et d'autres enfants ne souffrent pas de cette manière-là. C'est absolument impossible. Et donc, il a demandé au peuple qui veut m'aider. Et en fait, ça a créé une vague d'engagement. Justement, cette conversation entre les gens qui se disent, oui, mais moi aussi, je connais quelqu'un qui est mort. Moi, je veux agir pour ça. Et du coup, la Fédération des cyclistes, la Fietsersbond néerlandaise, le Vélo Québec des Pays-Bas, on va dire, ils ont créé des projets avec les enfants pour présenter au Parlement en 1992 un projet pour apaiser les villes, c'est-à-dire où on peut marcher sans être percuté, où on peut faire du vélo sans être percuté, avec des pistes cyclables, avec des ralentisseurs, avec des rétrécissements, etc. Et en fait, ça n'a pas suffi parce que malheureusement, en fait, notre société a une inertie qui est et justement avec des lobbies industriels qui disent non, c'est pas possible. Parce que comment je fais pour transporter mon armoire normande, parce que une économie ne peut pas vivre sur le vélo, etc. Voilà, toutes ce sont pas des raisons, mais des excuses. Voilà, l'armoire normande. Et donc, il y a eu le lendemain, en fait, en 73, juste après, il y a eu le choc pétrolier. C'est mon année de naissance, et en fait, le choc pétrolier a fait que le prix du pétrole a flambé, voilà, genre 4 fois plus, et donc il n'y avait plus de pétrole. Les gens ne pouvaient plus se déplacer en voiture, et donc ils étaient obligés d'être créatifs. Et donc le gouvernement a dit, on va organiser des dimanches sans voiture pour rationner un peu le carburant. Et donc les autoroutes étaient tout d'un coup vides, c'est-à-dire vides d'automobiles, mais elles se sont remplies d'humains parce que du coup les gens ils allaient faire du vélo, du patin à roulettes, jouer aux échecs, pique-niquer sur les pistes cyclables. Donc, quand vous cherchez sur un moteur de recherche les photos des années 70 pendant les dimanches en voiture, vous allez voir des citoyens qui s'amusent
sur les autoroutes. Et en fait, ça a déclenché le désir d'agir. Pourquoi? Parce que les citoyens ont compris que tout cet espace qui était solennellement affecté à un seul usage motorisé très dangereux et polluant, pouvait servir à autre chose. Et donc ils se sont dit, on va dessiner cette autre chose, et c'est une ville à vivre où on peut aussi se déplacer en tram, aussi se déplacer en vélo et à pied. Et ça a été le grand début d'une transformation des villes aux Pays-Bas. Et ils ont du coup coupé les autoroutes urbaines, parce que encore en Amérique du Nord, où le grid, comme on dit, le réseau quadrillé des routes, ça quadrille la ville, et vous pouvez traverser la ville de part et d'autre, de partout. Donc ça veut dire qu'en fait, votre ville, c'est un peu un endroit très 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 dangereux. Alors que là, ils ont dit non, on va identifier les quartiers, et on va en fait permettre le transit automobile juste autour de ces quartiers. Et dans les quartiers, en fait, on peut y aller juste quand on a quelque chose à y faire, quand on y habite, quand on a quelque chose à livrer, etc. Et ça a donc coupé le transit dans les villes. Et à Paris, on le fait aujourd'hui. On a transformé le centre-ville en une zone à trafic limité, un Z. C'est ça qui a changé complètement l'ambiance, littéralement, dans les rues. Il y a moins de bruit. Donc, moi qui n'ai pas une grosse voix, je me sens mieux parce que je ne suis plus obligé d'écrire autant, de crier autant. Et c'est ça qui change absolument tout. Et donc, cette histoire-là, aujourd'hui, se passe aussi ailleurs parce que le choc pétrolier, il est en train de nous arriver. On a dépassé le pic pétrole, il y aura moins de pétrole. La voiture électrique ne va pas régler tous les problèmes. D'ailleurs, la voiture électrique ne change pas grand-chose parce que déjà avec les particules fines qui sortent des pneus, qui sortent des freinages, ça pollue toujours beaucoup. La première source de pollution de plastique dans nos océans, c'est la poussière des pneus. Voilà, c'est Ah oui, ok, je savais c'est la pas. première source de pollution. Wow. Et en plus, la voiture électrique ou la voiture autonome, si vous voulez vraiment, ça ne change rien à notre société. En fait, c'est un peu, ça ne change rien. En fait, ce que ça change, c'est que on a juste changé le moteur et on a changé le conducteur de place. On a bougé le conducteur derrière le guidon, sur le place de passager. Il devient un peu un passager, dans le même bouchon qu'avant, sauf que le bouchon, il est autonome et électrique. Mais la ville ne change pas. Elle est toujours aussi dangereuse, elle est toujours aussi encombrée, elle est toujours aussi polluante, mais sauf qu'on a externalisé la pollution parce que on fait fabriquer des batteries dans des pays où les normes environnementales sont pas les mêmes que chez nous. Et c'est juste pas une perspective d'avenir. L'avenir, c'est quoi? Le désir. Parlons de désir. Le désir, ça vient du changement. Ça ne vient pas des intérêts industriels qui vont tout faire pour que on continue comme avant. Vous savez, la voiture autonome et électrique, c'est pas pour servir les citoyens, mais c'est pour servir l'industrie automobile pour ne rien changer. Oui. Là, ce que je vous dis, c'est parce que la voiture électrique, ce n'est pas l'avenir de la mobilité, mais c'est l'avenir de la voiture. Oui, mais est-ce qu'on est obligé d'avoir toujours autant de voitures? Non. En France, ils viennent par exemple d'imaginer le SAV, le système le système alternatif de mobilité. Et c'est un système qui a été inventé par Forum Vie Mobile. Voilà, j'incite tout le monde à regarder leur site parce qu'ils ont magnifiquement présenté ça. C'est un système qui permet de transformer complètement la mobilité dans un pays en enlevant la voiture individuelle. C'est-à-dire, on va permettre à tout le monde de se déplacer partout, mais avec les alternatives à la voiture. Et alors, comment ils font? Alors, accrochez-vous, parce que c'est un peu révolutionnaire. On va prendre 20% des routes et on va les donner aux piétons et aux vélos. Voilà, tout simplement pour créer une énorme alternative pour les distances courtes et pour l'intermodalité. On va prendre 23% une autre 23% des routes. On va réserver ça, en fait, en priorité aux cars et transports en commun. Collectif, des transports collectifs. C'est-à-dire, on va pas virer complètement, on va enlever les voitures, mais les cars iront la priorité. Ensuite, on va prendre juste 1% de la surface routière pour consacrer ça uniquement aux cars, parce qu'en fait, notamment dans les campagnes, en fait, on aura besoin de beaucoup plus de cars. Et puis, on va créer aussi certaines lignes ferroviaires. Ça coûte très cher, donc en fait, il faut être très stratégique. Et quand on fait ça, en fait, on va
allouer l'usage de notre espace public aux alternatives à la voiture, et ça va permettre aux gens de se déplacer de manière sécurité partout grâce à ce qu'on appelle l'intermodalité. Parce que quand on parle de vélo, on va toujours me dire oui, mais je fais comment pour transporter mes 3 enfants et ma belle-mère pour aller à la gare ou à l'aéroport, comme si on transportait tous les jours des armoires. En fait, quand on discute de vélo, tout le monde devient instantanément déménageur professionnel, habitant sur une colline avec mal au genou. Voilà. Alors que pas du tout. On sort puis tout d'un coup aussi, on commence à sortir le frigo, hein. Qu'est-ce que je fais quand je déménage mon frigo? Ton frigo, tu te le fais livrer. Dans ton char. Tu me l'as jamais dans ton char anyway, là. C'est même pas un argument. Voilà. En plus, voilà, tu te le fais livrer. Voilà. Oui. Mais pour déclencher cette créativité, il faut se mettre en situation. Ouais. Et c'est là que, et les cyclistes, ils connaissent bien cette créativité parce que les personnes qui utilisent déjà le vélo, en fait, voilà, j'aime pas trop dire les cyclistes comme si il y avait un pays avec 3 populations, il y a les cyclistes, les automobilistes et les piétons. Non, ouais, chaque humain, il a 2 pieds, il est capable d'être piéton, cycliste et automobiliste dans la même journée. Et en fait, quand vous utilisez le vélo, quand vous allez quelque part pour faire des courses, vous savez que vous ne pouvez pas transporter un meuble. Donc, voilà. Mais par contre, vous êtes capable de transporter vos 20 kilos de course avec des sacoches, avec une caisse que vous montez sur votre vélo, et ça va vous mettre en situation à le faire. Hein. On n'a pas justement dans mon livre Désir d'agir, je raconte cette campagne qui avait été faite en Grande-Bretagne sur le vélo pour monter un peu l'excès d'utiliser la voiture pour transporter une brique de lait. Et donc en fait ils avaient mis voilà, je vais pas tout dévoiler, mais par exemple une femme, il y a une photo dans le livre d'une femme qui prend une lance-flamme pour griller un morceau de pain. Oui. Voilà. J'ai lu cette partie. Là, on comprend tout de suite que c'est ridicule. Par contre, quand un Canadien prend la voiture pour faire 1 kilomètre pour aller au travail, pour les gens, c'est tout à fait normal. Alors que c'est exactement du même ordre. Il est en train d'utiliser une machine XL qui coûte un blinde, qui pollue, qui sédentarise, qui dégrade la société, pour faire quelque chose qu'il pourrait faire à pied en 12 minutes. Parce que les trottoirs existent quand même au Canada. Les pistes cyclables, pas encore trop, mais il faut se rendre compte de ça pour mettre un peu comme un pied de biche dans un paradigme. Moi, j'aime bien cette idée du pied de biche qui fait crac et qui dit, en fait, oui, c'est la folie là. Et en fait, il faut être nombreux pour détecter cette folie, pour ensuite la transformer en action, en proposition, et sans être radical, mais juste réaliste, juste capable de se projeter dans un avenir qui n'est pas le même qu'aujourd'hui. Et le problème, c'est que pour l'humain, il n'est pas formé pour imaginer un futur qui n'existe pas. On n'est pas câblé pour ça. C'est vrai. On est formé pour répéter le présent, pour répéter le passé en fait, parce que le présent que nous vivons aujourd'hui, avec notre système économique, avec notre système du tout voiture, etc., c'est un système qui a été créé dans les années 50 par des intérêts, par des personnes qui ont décidé ça et qui sont mortes aujourd'hui. Mais nous, on continue bêtement à le faire perdurer en croyant que c'est la seule manière d'organiser la mobilité dans notre ville. Alors qu'aux Pays-Bas, ils construisent déjà une ville sans voiture. Merwede, M-E-R-W-E-D-E. C'est une ville ou un quartier d'Utrecht, c'est une grande ville aux Pays-Bas, pour 12 000 personnes, avec 0 place de parking pour les voitures et uniquement du stationnement vélo et piéton. Oui, du stationnement piéton. Qu'est-ce que c'est? Le stationnement piéton, c'est des bancs, c'est des endroits où les piétons peuvent se reposer, parce que ce que l'on oublie, c'est qu'une personne à mobilité réduite ne peut pas marcher beaucoup de mètres sans se reposer. Ouais, donc une rue aussi. Voilà. Et une rue sans banc, c'est un peu une rue avec un panneau interdit pour les personnes âgées. C'est vrai ça. Ça me fait penser. Là, on comprend l'absurdité. Et donc, ils se sont dit, nous, on va créer une ville inclusive, et donc 0 place de stationnement pour les voitures. Les voitures sont autour, on peut toujours venir en voiture, mais il faut se garer à l'extérieur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu acceptes, quand tu es capable d'imaginer ce futur-là, et là, ils sont capables de le faire, et donc de prendre la décision de ne pas mettre du stationnement en voiture dans la rue, il se passe quelque chose d'incroyable. Tu libères un espace de dingue. Oui. Parce que, par exemple, rien qu'à Paris, le stationnement en surface, il y avait 120 000 places, et Anne Hidalgo, la maire actuelle d'ailleurs,
est en train de supprimer la moitié, elle est très courageuse, comme Valérie Plante. Et quand tu supprimes la totalité, ou quand tu n'en crées pas, en l'occurrence, de stationnement automobile en surface, ben, en fait, vous avez une place, un espace absolument gigantesque à utiliser pour autre chose. Et donc, ils ont eu un problème de luxe. Ils se sont dit, mais à quoi va-t-on consacrer tout cet espace? Et donc, ils se sont posé la question suivante, mais l'humain, c'est quoi? Qu'est-ce que l'humain aime? Qu'est-ce qu'il aime? C'est quoi les besoins? Alors, les besoins de l'humain, c'est quoi? C'est un être de contact. Voilà. En fait, il faut lire les philosophes pour ça. Voilà, il y a 2000 ans de philosophie, ou là, 5000 ans, voilà, ça dépend de la perspective. Et en fait, les philosophes, ils nous ont appris plein de choses. Par exemple, que l'être humain, c'est un être social. Il aime être avec les autres. Il aime être en contact avec la nature. C'est un être de contact. C'est un être qui aime être en contact avec les services, avec les magasins, etc. C'est aussi un être créatif. Il n'aime pas être dans un truc figé qui lui dit où aller. Il n'aime pas être dans des bouchons. Il n'aime pas être dans un truc qui ne bouge pas. Il aime décider de son chemin. Il aime la diversité, la créativité. Il aime la beauté. C'est très important pour le bien-être des humains. Et puis, troisième aspect de l'humain, c'est que, et ça, on ne veut pas l'admettre, l'humain, c'est un être extraordinairement fragile. Oui. Il est incompatible, parce qu'en fait, on a un petit mammifère qui est très fragile, qui est écrasé dès qu'il est en contact avec une voiture. Et donc, il n'est pas compatible avec un espace où les voitures roulent à 50 km/h, voire plus, il n'est pas compatible non plus avec le bruit. Et même la voiture électrique fait toujours trop de bruit, hein. Au-delà de 30 km/h, ce n'est pas le moteur que vous entendez, mais c'est la carrosserie. Et donc, il n'est pas non plus compatible avec une dépendance aux énergies fossiles, parce que ça le rend fragile, en fait. Tout ça, ça nous rend fragile. Et en fait, c'est la voiture qui coche toutes ces cases-là. Voilà, ça nous rend nos vies dangereuses, ça rend nos vies bruyantes, ça nous fait dépendre des énergies fossiles ou même des métaux rares, etc. Ça nous rend fragile, ça fragilise notre économie. Et donc, en fait, quand on se rend compte de ça, on va créer une ville où on va créer ce contact. C'est-à-dire quand tu crées des trottoirs, quand tu crées des pistes cyclables, en fait, on ne fait pas ça pour le vélo. Non. On fait ça, en fait, à la rigueur, là je fais un peu une provocation, on fait même pas ça pour le climat. On fait ça parce que l'humain, c'est un vivant qui aime être visible, qui aime voir les autres, qui n'aime pas des gens qui sont tous casqués ou dans des cages métalliques. C'est pas grave. Il aime, en fait, on fait ça parce que l'humain, il est fait de telle manière qu'il aime bouger. Il a un corps physique qui est fait pour bouger. Donc, en fait, c'est parce que c'est humano-compatible. C'est pour ça qu'on le fait. Et donc, c'est pas du tout une idéologie, c'est tout simplement le résultat d'un exercice qui consiste à écouter ce que l'humain est et ce qu'il aime, ce qu'il fait s'épanouir. Et c'est quoi? C'est de bouger, c'est de pédaler, c'est d'agir, c'est quand tu vas au travail, justement, il y a le philosophe Charles Pépin, que je cite dans mon livre, qui a fait un superbe podcast de plusieurs minutes, où il a répondu à la question, qu'est-ce qui fait que quelqu'un à vélo est heureux? Pourquoi le faire du vélo, ça rend heureux? Et en fait, il racontait que c'est pas que le plaisir physique et les hormones qui se libèrent dans le cerveau, ce qui est aussi le runner's high, comme on dit, le plaisir de celui qui court, mais c'est aussi un plaisir moral. Parce qu'en fait, quand tu te mets moi le matin, quand je vais de ma commune jusqu'à Paris, c'est 8,3 km pour aller à mon travail. Quand j'arrive à mon travail, j'ai la satisfaction du travail accompli. J'ai fait quelque chose. Même s'il pleut, j'ai fait. Et donc, quelque sorte, c'est pas que j'ai souffert, pas du tout. Parce que faire du vélo, c'est marcher pour les feignants, c'est marcher assis. C'est très facile. Mais quand même, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose et donc de résister un peu à l'existence. Parce que vivre, c'est quoi? Vivre, c'est résister. Vivre, c'est faire un effort. Parce qu'en fait, si on ne fait pas, là par exemple, moi j'ai un vieux chat, moi j'adore les chats, on a 3 chats, il y a un chat qui a 19 ans, qui va avoir 20 ans l'année prochaine. Et en fait, elle perd beaucoup de poids, on s'en occupe comme une petite reine, c'est ma princesse. Et en fait, elle est en train de décliner parce qu'elle ne bouge plus. Et donc, fatalement, je vais l'accompagner jusqu'à sa fin, je ne sais pas, mais dans peut-être pas très longtemps. Et parce qu'elle ne bouge plus, parce qu'elle ne peut plus bouger, parce que ses muscles sont en train de fondre. Et donc, en quelque sorte, notre société incite les gens à vivre comme ça,
à se mettre Mm. dans la voiture pour ne pas bouger. Donc en fait, pour faire fondre votre masse musculaire, parce que ce n'est pas en faisant du sport 1 ou 2 fois par semaine que vous allez entretenir votre carcasse. Et pour ça, il La faut pédale de la pédale de voilà. l'accélérateur est pas suffisant. Oui, mais bon, mais même là, je ne vais pas taper sur le vélo assistance électrique. Au contraire, hein, le vélo assistance électrique, qui effectivement allège un peu l'effort, a quand même le mérite de permettre, en fait, d'augmenter la pertinence de ce véhicule. Ça permet aux gens qui font 15 ma femme, par exemple, a fait 18 kilomètres pour aller au travail. Elle n'est pas Mm. sportive du tout. Bah, donc, elle est sortie des transports en commun pour prendre son vélo parce qu'elle en avait marre d'être dans les transports en commun, d'être avec tout le monde tout le temps. Et donc, À elle prend Paris, le c'est vélo. Elle dur prend en aussi plus. parfois, quand il pleut, elle prend les transports en commun. Et ça évite beaucoup de véhicules sur la chaussée. Et donc, ça crée une ville plus aérée, plus où on vit mieux, tout simplement. Absolument, absolument. J'avais dit tellement de choses. On est déjà à presque 2 heures de discussion. Je pense qu'on pourrait en parler encore pendant un autre 2 heures minimum. Et c'est ça le problème, hein. C'est ça le problème. On est limité dans le temps, mais écoutez, aujourd'hui, ça a été super comme rencontre parce que pour moi, pour vous et moi, c'était notre première rencontre. Comme on dit, nos cercles sociaux ont fait, en fait, qu'on s'est rencontrés tout simplement sur LinkedIn, puis j'ai lancé une invitation, puis vous avez tout de suite voulu embarquer. Donc, merci à vous d'avoir répondu à l'invitation. J'avais plusieurs citations, mais une citation que j'adore, puis on pourrait terminer là-dessus, c'est: la meilleure façon de rater notre avenir est de détruire la vie et de continuer à faire ce que nous faisons aujourd'hui par rapport à l'avenir. Mais c'est une invitation à lever la tête du guidon. Hmm. C'est une invitation à s'étonner de ça, en fait. En fait, l'image que ça m'évoque, c'est celle d'une poule, comme ça, voilà, je vais mettre comme ça, et voilà, qui est un peu bébête, excuse-moi la poule, parce que bon, et en fait, d'aller comme ça, contre le mur, j'arrive pas à traverser le mur parce que je suis contre le mur, parce que elle n'a pas la capacité à prendre du recul et de se dire, bah tiens, en fait, moi, je peux aussi par là ou par là. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, on est embarqué dans un voyage. En fait, on n'est pas dans le bon train. Non. On est dans le mauvais train qui nous amène au mauvais endroit. C'est-à-dire où la Terre ne sera plus habitable dans quelques années, où le climat sera tellement déraillé, où les feux au Canada vont être rallongés d'un mois, où les forêts ne vont plus survivre alors que le Canada a une industrie du bois qui est très importante, y compris pour les populations indigènes. En fait, il y a où les cyclones vont faire tellement de dégâts que certains endroits ne pourront plus être assurés. Bref, il y a des gros problèmes qui sont en train d'arriver. On est dans le mauvais train. Mais on va pas pleurer. On va se dire, on pourrait prendre un autre train. Et surtout quand vous savez que vous êtes dans le mauvais train, c'est le moment de se dire, on va sortir de ce train, parce que plus on avance, plus le trajet va être cher. Hmm. Et en fait, une fois que tu sors du train, tu vas te dire, je suis à l'extérieur et maintenant je vais me dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais voir s'il y a d'autres trains et s'il n'y en a pas, ben, je vais m'en construire un. Et je vais m'en construire un, peut-être avec des pédales. Peut-être que je vais me construire des vélis, hein, c'est des véhicules intermédiaires légers, parce que Oui. le vélo, c'est pas que toujours les 2 petits trous traditionnels. En fait, on peut créer plein d'autres engins qui sont un peu l'intermédiaire entre le vélo et la voiture de 600 kilos ou de 2000 kilos. Et donc voilà, c'est une invitation à appuyer sur le bouton pause, de le faire ensemble et de s'enfermer dans une pièce pendant une journée avec toute sa ville pour se poser une question. Et c'est: dans quelle ville voulons-nous vivre? Quel futur voulons-nous offrir à nos enfants et à nous-mêmes? Et réfléchissons à cette question et vous allez découvrir que nous voulons tous la même chose. De la biodiversité préservée, manger sainement, avec pas trop de problèmes pour nos avenirs. Alors, on va y réfléchir et on va découvrir à quoi cette société pourrait ressembler. Et pour ça, vous pouvez construire un projet associatif avec des associations. Avec ça, vous pouvez construire un projet peut-être municipal en vous engageant dans des listes. Voilà mon invitation. Bonne chance à toutes et à tous et je serai ravi de profiter de ce petit paradis que vous allez construire vous-même. Bravo, Stan. Merci encore pour votre temps.
Je le répète et je le représente à la caméra, pardon. Désir d'agir. Comment déclencher la transition écologique? C'est un livre de Stan Van Ostren, l'auteur que j'ai reçu aujourd'hui au podcast. Merci encore pour votre temps aujourd'hui. Si on veut en savoir plus sur vous, vous contacter, c'est où qu'on peut vous rejoindre? Ah, c'est sur tous les réseaux sociaux. Je suis vraiment sur tout, sauf sur Twitter, sauf sur X. Ouais. Donc voilà, envoyez-moi un message en direct ou sur LinkedIn via mon éditeur Éco-Société que je salue à Montréal, qui me font suivre toutes les invitations. Voilà, je suis très facile à trouver par des moteurs de recherche. Voilà, pour moi en fait c'est jamais l'envie qui me manque, c'est juste le temps. Oui, c'est ça. Mais n'hésitez pas à me contacter parce que je tiens effectivement à continuer à échanger avec des personnes. Et là, pour ce livre, je ne suis pas encore allé au Québec, par exemple. Voilà, si on m'invite et que je peux être suffisamment utile, parce que je n'aime pas beaucoup prendre l'avion, je le fais pas de Ouais. manière privée, mais voilà, si je peux vraiment être utile à la cause, ce serait possible. Voilà, Ben, comme quoi je suis pas un radical. non, c'est ça. Puis pour nos auditrices, auditeurs, en passant, le livre de Stan Van Ostren est disponible au Québec dans vos librairies indépendantes du Québec, la plupart des librairies indépendantes l'ont. Moi, je suis allé chercher à ma librairie indépendante pas trop loin de chez moi et j'ai adoré l'expérience. By the way, je veux pas, je vais faire mon petit plaidoyer pour les librairies parce que bon, des fois on pense acheter sur Amazon ou acheter sur Kindle, mais honnêtement, allez encourager votre libraire. Ils savent, ces personnes-là savent ce qu'elles font. Euh, c'est des gens qui sont amoureux de la lecture autant que vous, sinon plus. Et c'est une belle manière d'encourager l'économie locale aussi, d'encourager aussi l'auteur qui a écrit, l'éditeur, etc. Encourager ces gens-là parce que c'est eux qui font la différence à la fin de la journée. Là. C'est pas l'Amazon de ce monde. Donc, passez en librairie, achetez un livre physique. C'est beau, c'est bon. Le mien est annoté et il continuera d'être annoté au fur et à mesure de ma lecture parce que j'ai pas fini de le lire. Vous allez voir, c'est une belle expérience. Profitez des fêtes aussi pour acheter des bons livres. Prenez le temps de lire, de vous instruire, puis d'apprendre, puis de changer le monde, tout simplement. Merci beaucoup. Merci Et joyeuses Stan. fêtes! Oui, joyeuse fête à vous. Ça va être, en fait, je le dis tout de suite pour nos éditeurs et auditrices, c'est le dernier épisode avant la pause des fêtes parce que, bon, moi aussi, il faut que je prenne une pause. Donc, merci, ça a été un plaisir, Stan, de finir l'année 2025 avec vous. J'ai adoré cet épisode-là. Honnêtement, c'est un de mes favoris. Puis sinon, il y en a Merci. d'autres qui s'en viennent en janvier. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir pour moi aussi. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. J'espère que l'épisode vous a plu. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à notre page Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify, YouTube. Bref, vous pouvez nous trouver un petit peu partout. Sur ce, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes et je tiens à remercier particulièrement les auditeurs et auditrices du podcast qui ont cru en ce projet, qui est maintenant chose établie au Québec, maintenant, ce podcast. Merci à tous mes invités aussi qui ont cru en moi, qui se sont prêtés au jeu au début, sans trop savoir où ça allait s'en aller, tout ça. Merci de m'avoir fait confiance parce que maintenant, je peux dire avec fierté que j'ai un podcast qui fonctionne bien. On a déjà une liste d'invités qui vont passer au podcast pour l'année prochaine. On a déjà une série qu'on est en train de monter pour l'hiver 2026. Je garde tout secret pour le moment. Chut, on n'en parlera pas trop, mais restez à l'affût. Il y a une série tout à fait spéciale qui sort à l'hiver 2026. Je vous souhaite sur ça de prendre soin de vous, prendre soin de vos proches, prenez le temps de relaxer. Nous, on se retrouve un petit peu plus tard en janvier. Moi-même, j'ai besoin de prendre des vacances. J'ai besoin aussi de travailler sur les prochains épisodes. Et on se revoit en 2026. Joyeux temps des fêtes. Merci.